petit riait justement. L'hymne de la Renaissance. Des vallées, des boulevards, au plateau de la Tamawa, des bambous tous aux majestueux, le char des dieux. Écoute cette terre qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les sources de Nanga, les torrents de la Sanaga, nous déravinent le seigneurie par les flots du Vouri. Ce flot de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les Manekoupa, sur les crêtes de Reboba, marque ça qui nous caresse, Picouci d'allégresse. Ces armatons qui chantent, ces mots sont triomphantes, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Du Cameroun, le Kousseri, Abattouri, de Bakassi à Kierosi, unis par le précieux ruban des noces de Fumba. Les enfants tout amour, l'année précède le jour, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, pays des incomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères de sang ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Terre de mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Waouh! Elle est toujours aussi fabuleuse, cette chanson. Je ne sais pas pour vous, mais c'est vraiment comme une drogue. Le type de drogue qu'on prend et dont on ne se laisse plus jamais. J'ai essayé d'être à l'heure aujourd'hui, il est plus ou moins 20h03 quand je démarre ce streaming. Bienvenue et bonsoir à ceux qui nous ont déjà retrouvés pour ce grand sujet. On va traîner un peu comme j'ai l'habitude de faire pour permettre à nos concitoyens qui désirent bien suivre ce streaming de se connecter. Le sujet est profond, le sujet est grand, le sujet est grave, le sujet est important et le sujet nous permet de garder à l'esprit que les thèmes fondamentaux ne sont pas oubliés. Il y a la politique, il y a l'économie et la politique et l'économie interagissent ensemble. L'un dépend de l'autre. On ne saurait parler politique sans parler économie. Il faut pouvoir répondre à la question qu'est-ce qui se passe après. Bon, on est sur le volet de nos dirigeants sont incompétents, on veut de nouveaux leaders politiques qui ont une vision progressiste du continent, mais voilà, il faut que nous soyons prêts, il faut que lorsque ce changement-là viendra, nous soyons en mesure de présenter ce que nous avions prévu pour l'après, ce que nous avions pensé comme changement, les réflexions que nous avons faites et les propositions voilà, qui découlent de ces réflexions-là et que nous pouvons donc soumettre à nos principaux dirigeants. C'est pour ça qu'il est important de parler des sujets comme le franc CFA. C'est pour ça qu'il est important de revenir sur ces fondamentaux. C'est pour ça qu'il est important de, voilà, de ne pas oublier le parcours
qu'est le nôtre. En fait, les mobilisations que nous avons faites il y a plusieurs années déjà, dans le cadre du panafricanisme, dans le cadre du réveil de l'Afrique à l'échelle globale, au-delà des pays, dans le cadre de la lutte du continent par sa société civile contre l'impérialisme occidental. Donc c'est pour ça que le sujet, je le remets à l'ordre du jour. Le franc CFA, la monnaie coloniale, l'arnaque de la monnaie coloniale, si vous voulez, parce qu'il me rappelle plus ou moins enfin, parce que le contexte actuel me rappelle plus ou moins ce que nous avons fait il y a 3 ans avec le grand frère Kémy Seba dans le cadre de son ONG Urgence panafricaniste. Voilà, comme j'ai organisé pour les jours qui viennent le 23 mars la grande mobilisation adhésion MRC Diaspora, ça m'a donc rappelé cette grande mobilisation-là contre le franc CFA que nous avons fait il y a quelques années et qui avait réuni vraiment beaucoup de gens à l'échelle intercontinentale, qui avait été un véritable succès planétaire, qui avait rendu d'actualité le sujet franc CFA. Donc voilà, on va parler de ça aujourd'hui, on va nous entretenir sur le sujet, on va établir le parallèle entre l'actualité politique camerounaise et donc africaine de l'heure et justement les problématiques économiques et monétaires. Rebonjour et bienvenue si ça se dit à ceux qui sont là. Je vais encore vous permettre de souffler parce que ça va être très compliqué. Je vous demande vraiment d'attacher vos ceintures, ça va être assez costaud. Nous n'avons pas fait, en tout cas je n'ai pas fait cet exercice depuis longtemps et c'est peu dire. Quand on est de la société civile et qu'on doit aborder les questions monétaires, ce n'est pas facile ni pour celui qui justement en parle, ni pour ceux qui prennent sur eux des côtés. Ce sont des thèmes vraiment profonds qui vont nous parler encore pendant très longtemps à l'avenir, parce que ça nous concerne directement. Donc je vais nous remettre un peu en selle avec l'hymne de la Renaissance qu'on a écouté tout à l'heure. J'aime tellement cette chanson que je ne m'en lasse jamais, alors je l'écoute à nouveau, histoire de prendre l'élan, d'être prêt, et à la fin de ce superbe générique, on pourra enfin démarrer les hostilités. Bonjour à tout le monde et bienvenue sur ce petit échange. Des vallées, des boulevards, au plateau de la Damawa, des bambous sautive, majestueux, le char des dieux. Écoute cette terre qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les sources de Nanga, les torrents de la Sanada, des ravines, le seigneurie par les flots du Vouri. Ce flot de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les Manekouba, sur les crêtes de Reboba, marque ça qui nous caresse, aussi d'allégresse. Ces armatants qui chantent, ces beaux sons triomphantes, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Ensemble, pays des indomptables, sur
Voilà, sans plus tarder, nous allons démarrer. Ce thème est dur, ce thème est lourd, ce thème est profond. Merci encore à ceux qui nous ont retrouvés malgré les contraintes qui peuvent être les leurs. Merci à ceux qui prennent de leur temps pour partager avec nous cette grande soirée monétaire, cette grande soirée franc CFA. Voilà pour revenir sur ce que je disais au début, la journée d'adhésion massive au MRC qui est organisée ce samedi 23 mars a rappelé à mon souvenir une autre journée de mobilisation massive organisée il y a 3 ans dans le cadre du mouvement du Front anti-CFA et il m'est revenu à l'esprit qu'il faut garder voilà, en ligne de mire les questions économiques parce que c'est le volet concret, le volet pratique du combat politique que nous sommes en train de mener pour une Afrique nouvelle, pour une Afrique débarrassée de ses leaders valets coloniaux et anti-patriotiques. Il faut une dose de pragmatisme à chaque combat, il faut une dose de réel, de factuel, pour que les gens qui se battent pour une cause aient une visibilité claire de la cause pour laquelle ils se battent, de la finalité pour laquelle ils donnent leur énergie, parfois même leur vie. Voilà, donc la monnaie en est un élément important, la monnaie en est un volet important et ce n'est pas oublier l'un que de faire l'autre. Donc si on s'intéresse aux questions monétaires et économiques, on n'a pas oublié la politique, bien au contraire, de même que si on se penche sur le volet politique, on n'a pas oublié le volet économique. Comme j'ai l'habitude de préciser, le combat se joue sur deux fronts. Il y a le front interne où nous avons les problématiques de nos pays ou de notre continent à l'intérieur, entre la société civile et les dirigeants africains, entre les aspirations de la nouvelle génération et le déficit de panafricanisme qui caractérise nos dirigeants, qui s'enferment plus ou moins dans leurs enclos coloniaux en oubliant que c'est ensemble qu'on est puissant. Ça nous permet de nous rendre compte que, en fait, en Afrique, la finalité de chaque dirigeant n'est pas justement que l'Afrique se réunisse, que l'Afrique se regroupe et forme un bloc grand, un bloc puissant, mais bien au contraire, la finalité pour certains, c'est simplement se sucrer de manière individuelle et peu importe ce qui se passe, peu importe enfin, ce qui advient des autres pays ou même de leur propre population. Donc ça c'est le volet interne. Maintenant il y a le volet externe qui concerne justement dans le meilleur des cas une Afrique consolidée et débarrassée des tares que je viens d'énoncer, c'est-à-dire une Afrique regroupée entre tous ces pays-là, entre tous ces leaders-là, entre cette société, ces acteurs de la société civile-là et ces sociétés civiles elles-mêmes contre justement l'impérialisme occidental. On ne le dira jamais assez, notre continent est très riche, notre continent est prospère, notre continent est pourvu de matières premières, de ressources naturelles, de ressources humaines, de ressources agroécologiques exponentielles et l'incapacité de nous, les Africains, à nous en rendre compte contraste avec la faculté qu'ont les autres à se rendre compte de ce que nous avons sur notre sol, sur nos terres et sous nos terres et justement d'utiliser tous les mécanismes barbares ou non pour s'approprier ces richesses-là. L'histoire a longuement écrit dessus. Cela a coûté la vie à beaucoup de personnes, cela a fait du mal à énormément de peuples. Donc voilà, la monnaie et le franc CFA étant l'un des principaux éléments de cette barbarie politico-économique, nous revenons donc dans le cadre monétaire qui nous concerne directement, à savoir le franc CFA. La question donc que nous allons évoquer aujourd'hui, quand je disais que nous allons parler du franc CFA de A à Z, ça concerne tous les aspects, c'est-à-dire de la genèse à l'époque actuelle en passant par l'anticipation, la prospection en ce qui concerne l'avenir. Et donc ces trois parties seront justement structurées en 3 temps où on va parler dans un premier temps du volet historique, le franc CFA, qu'est-ce que c'est? C'est NUDO qui sont les principaux pourfendeurs de cet élément, qui sont les principaux promoteurs, qui sont les principaux adversaires. Qu'est-ce qui s'est passé avant nous? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Quelle est l'histoire antique contemporaine et future du franc CFA, le volet donc historique à ce niveau-là, on va brosser, on va faire une sorte de biographie économique, de biographie monétaire. Et après, on va entrer dans le volet technique de la chose où on va véritablement jouer les économistes en analysant les piliers, les structures, le fonctionnement, le mode opératoire de la monnaie
Et de manière générale d'abord, et aussi surtout dans le domaine particulier du franc CFA, et maintenant analyser l'impact justement de ces piliers-là et de la façon dont la monnaie franc CFA a été façonnée, cet impact-là sur notre réalité africaine, sur nos réalités africaines, à l'échelle de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest et de nos pays de manière, voilà, de manière globale. Et aussi faire le parallèle entre certains pays en Afrique et ailleurs dans le monde qui, pour certains, n'utilisent pas le franc CFA, pour d'autres n'utilisent plus le franc CFA. Donc voilà, nous allons analyser tout cela de fond en comble. C'est donc la raison pour laquelle je disais que le thème est assez profond, le thème est assez costaud, et que j'exhortais les uns et les autres à attacher leur ceinture parce que nous allons y aller véritablement. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le mécanisme, pour ceux qui entendent parler du franc CFA, c'est l'occasion où jamais nous allons vraiment discuter de manière terre à terre. On va pas exagérer dans la pratique qu'ont certains de nos professeurs et intellectuels parfois, même à l'international, qui, au moment d'expliquer des paradigmes compliqués, complique encore plus l'explication que le concept en lui-même. Il faut l'amener terre à terre, il faut le rendre palpable pour chacun, malléable pour l'individu lambda, pour qu'il ait au moins 1%, une idée à 1% de ce dont il retourne. Donc voilà, alors installez-vous, on va y aller. Donc pour démarrer sur l'aspect historique de cette monnaie, le franc CFA, en fait, on parle énormément de 1945, on nous dit, voilà, il a été créé le 26 décembre par le général de Gaulle, mais en fait, le mécanisme franc CFA, en ce sens qu'il est le mécanisme d'oppression monétaire d'un peuple contre un autre, de domination, un peuple qui va coloniser un autre ou qui va mener et gagner la guerre contre un autre, impose à cet autre peuple-là une forme d'économie, une forme de finance qui ressemble justement au franc CFA. C'est pour ça qu'il est important, avant de parler du franc CFA, dans le contexte actuel que nous connaissons, de parler de la version antique du franc CFA avant que la monnaie actuelle ne voit le jour, avant que nous ne soyons là. Mais ce sont des mécanismes qui existent depuis déjà plusieurs décennies, depuis plus d'un siècle. Voilà, lorsque vous écoutez nos analystes, ils remontent, notamment Monsieur Kako Nobukpo, ils remontent à ce que les Britanniques appelaient au 19e siècle, au milieu du 19e siècle, dans les années 1840-50, les zones d'arrangement monétaire. Et la Grande-Bretagne, justement, avait ces zones d'arrangement monétaire-là dans des pays comme la Jamaïque de Bob Marley, justement. Quand vous entendez Bob Marley dire qu'on doit se lever, on doit s'émanciper de la domination, c'est parce que c'est un pays qui justement, a été profondément marqué par l'impérialisme, déjà qu'il a servi en quelque sorte de dépôt, avec les Antilles de dépôt, en tout cas d'esclaves qu'on prenait de l'Afrique. Donc la Jamaïque et un pays comme la Sierra Leone, qui était aussi une colonie, qui a un long passé colonial, c'est le territoire colonisé par le tandem hispano-portugais depuis le Moyen-Âge, d'où le nom qu'ils avaient donné, la forêt des lions, la Sierra Leone. Et donc en Jamaïque et en Sierra Leone, on avait pour les Britanniques ces zones d'arrangement monétaire là. Ils ont continué lorsque, enfin une fois le siècle passé, au début du siècle suivant, le 19e siècle, il y avait au Panama et aux Philippines, en 1904, ils ont créé aussi là-bas des zones d'arrangement monétaire. Et ils sont venus sur le terrain africain en même temps que les Français sont venus sur le terrain africain et ont aussi créé la version africaine des zones d'arrangement monétaire. Donc ils avaient pour les Britanniques dans les années 1910 à 1920, 1919-20, ils ont créé ce qu'on appelait les zones d'arrangement monétaire d'Afrique de l'Ouest, qui regroupait voilà, le Togo, la version en tout cas britannique, la partie togolaise, la partie qui est aujourd'hui le Togo et qui appartenait à l'Empire britannique. On pouvait y appeler ça le Togo britannique si vous voulez. Voilà. Il y avait dans le Ghana, en tout cas ces pays d'Afrique de l'Ouest là qui ne faisaient pas partie de ce qui est quelques décennies plus tard l'Afrique occidentale française. Mais en tout cas il y en avait là-bas et il y avait aussi le Cameroun britannique, l'Ouganda et consorts qui étaient intégrés à ce qu'ils appelaient la zone d'arrangement monétaire d'Afrique de l'Est. Et conformément, parallèlement avec ce que faisaient les Français, ils ont créé en 1939
lorsque la Deuxième Guerre mondiale éclate, ils créent ce qu'on appelle la zone sterling, l'équivalent de ce que les Français vont appeler la zone franc. Et la zone franc, justement, pour la France regroupait déjà aussi le Cameroun, parce que les Français et les Anglais s'étaient partagés au lendemain de la Première Guerre mondiale le Cameroun. Bref, on connaît, au Cameroun, on sait de quoi il est question, puisqu'on est englué actuellement en plein dans ce que nous appelons la crise anglophone. Donc, il y avait dans ce parallélisme-là de la colonisation franco-britannique, en tout cas pour ces pays-là qui nous intéressent aujourd'hui, la bande équatoriale entre le tropique du Capricorne et l'équateur, qui concerne voilà de la Gambie, Côte d'Ivoire, Sénégal, Kenya, voilà. Donc il y avait ce parallélisme-là avec ces deux principales zones, la zone sterling pour la Grande-Bretagne et la zone franc pour la France. Alors la guerre finit par prendre fin. On est en 1944 dans une localité des États-Unis qu'on appelle Bretton Woods. C'est dans l'État du New Hampshire. Les dirigeants de ce monde se réunissent donc pour créer une sorte de système monétaire international, une sorte voilà, de structure, d'ossature, de squelette monétaire interplanétaire auquel vont s'arrimer les différents pays. Et donc, on voit la naissance d'institutions comme le Fonds monétaire international, FMI donc, qui sera un peu chargé d'assurer la dictature financière, de donner le ton de la chanson dans les différents pays qui y adhéreront. Et après aussi la Banque mondiale qui va agir, du moins en théorie, en soutien envers ces pays-là quand ils seront en détresse plus ou moins. Donc, on est en 1945 quand la guerre se termine officiellement, vers la fin de l'année, quelques mois après que les Américains aient mis fin à la guerre en utilisant en août dans les villes de Hiroshima et Nagasaki des bombes, les bombes atomiques qui vont justement marquer le Japon profondément, et les pousser à signer la fameuse armistice, la fameuse reddition, à lever le drapeau blanc. La France, donc, pour consolider, et en tout cas pour consolider sa puissance politique, va par l'intermédiaire d'un homme que vous connaissez très bien, qui avait une idée forte de la grandeur de la France et qui considérait qu'il n'y avait pas de grande puissance sans grandeur énergétique, sans grandeur sur les colonies, avec l'avantage stratégique que cela peut lui apporter. Il s'est donc dit, ces pays-là, nous allons les mettre sous assujettissement total. Dans le domaine politique, nous allons choisir leurs valets. Dans le domaine économique, nous allons déterminer la structure de production qui est la leur. Ils vont nous servir de vivier de matières premières. Et même dans le volet monétaire, nous allons décider de comment la monnaie est gérée sur leur terrain. Les Britanniques auront une approche différente. On le voit justement au Cameroun, même par exemple avec la manière dont ils élaborent les lois, où on avait la fameuse indirect rule, c'est-à-dire l'administration indirecte par intermédiaire, semi-autonome si vous voulez. On avait le même mécanisme sur le volet monétaire parce que les Britanniques vont se désolidariser plus ou moins sur ce volet-là de leurs anciennes colonies, qui ont encore une attache évidemment économico-financière avec la Grande-Bretagne, mais dont l'autonomie est 1000 fois plus élevée que en ce qui concerne les anciennes colonies, en tout cas les colonies françaises, parce qu'à l'époque, on était encore à l'état de colonie. C'est d'ailleurs ce que signifiera franc CFA sur ce fameux décret 45-0136 du 26 décembre 45, il voilà, va s'appeler Franc des colonies françaises d'Afrique. C'est facile enfin, le lien est facilement établi. Et celui qui va mettre ça sur pied, c'est un certain Charles-André Joseph-Marie de Gaulle, qui sera donc tour à tour général, président du comité de transition, président du conseil, chef de l'État de la République française, et qui va marquer en tout cas la Cinquième République, le début de la Cinquième République, et même peu avant, en tout cas la guerre entre la France et les autres, en tout cas ses adversaires à travers le monde, qui va en fait consolider la puissance de l'Hexagone à l'international. Donc, Charles de Gaulle va instaurer le système franc CFA, dont il connaît pourtant le cynisme et dont il connaît le caractère archi-néfaste, parce qu'il vient de subir exactement la même chose 4 ans plus tôt. 4 ans plus tôt, on a dit qu'on faisait un peu d'histoire, 4 ans plus tôt, les Allemands marchent sur Paris, on est en juin 1940. Le gouvernement français finit par abdiquer et fait allégeance
à l'Empire allemand. Il s'installe à Vichy, c'est une localité dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous allons revenir sur l'Auvergne tout à l'heure parce que il est le lieu actuel de la fabrication des billets du franc CFA. En tout cas, dans une autre ville qui se trouve dans cette région Auvergne-Rhône-Alpes, on trouve dans la ville de Vichy, le maréchal Pétain qui dirige la France à ce moment-là, Philippe Pétain, finit par courber les chines devant les Allemands et leur laisse justement quartier libre, leur permettant d'administrer la France contre le gré évidemment d'une partie du pays. Une partie du pays, justement, la partie sud-est notamment, va faire office de ce qu'on appelle France libre, essayer de protester contre la domination et les collaborateurs français favorables à Hitler, plus ou moins. Ils vont s'exiler, pour certains, De Gaulle notamment, il va s'exiler, il va fuir le pays parce qu'il aura beaucoup de... C'est un général qui va connaître énormément de péripéties. Il va donc, entre autres, s'exiler à Londres sous la protection du premier ministre britannique de l'époque, Winston Churchill, très puissant, qui entra d'ailleurs dans l'histoire avec le grand rôle joué notamment sur la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et il va lancer ce fameux appel d'aide à tous les pays du monde pour venir sortir la France du trou, de la domination donc politique et militaire que l'Allemagne lui impose à son pays, la France, et aussi de la domination économique parce que l'Allemagne a aussi mis là-dedans le volet monétaire, le volet financier d'écrasement de la France pour l'Allemagne, pour permettre justement à l'Allemagne de s'enrichir et de se sucrer sur le processus de guerre. Donc ce général de Gaulle, la conscient du mécanisme cynisme de cet élément, va implanter le même format sur les pays africains. Alors, j'ai présenté le sujet tout à l'heure comme le franc CFA, l'arnaque du franc CFA, et en général, on est souvent accusé d'avoir des partis pris. Quand on démarre sur un sujet, on nous dit oui, mais il faut analyser de manière factuelle, il ne faut pas tirer la conclusion déjà a priori, avant même que l'analyse n'entre en profondeur. Mais c'est à ce moment-là qu'on peut dire qu'est-ce que vous voulez. Lorsque vous avez déjà un élément comme celui-là où je suis assujetti à un modèle financier, et lorsque je me libère d'une guerre, je sors de ce modèle financier, ça veut dire il n'est pas bon. Le fait donc pour moi d'implanter le même modèle financier à un autre, avant même qu'on ne commence à analyser la chose en profondeur, ce simple fait la montre déjà que le modèle il n'est pas bon, parce que s'il était bon, je serais resté dedans. Donc le général de Gaulle, en guise de cadeau, va nous offrir ce franc CFA là pour nous remercier, en tout cas de l'avoir aidé à sortir de la guerre. Quand on dit la France a été aidée par les Africains, ce n'est pas que un hasard. Longuet, quand il n'est pas fou, chante des choses d'une véracité absolue. Nos parents ont bel et bien combattu pour les Blancs. Les Allemands n'avaient pas écrasé la France que en territoire français, ils s'en étaient aussi pris aux colonies de la France sur le territoire africain. De la France, de la Grande-Bretagne, en fait, ils ne faisaient pas de distinguo. Ils ont créé en 1941 un détachement militaire consacré à l'Afrique qu'ils ont appelé l'Africa Corps. Il était conduit par monsieur Erwin Rommel, on l'avait surnommé le Wüstenfuchs, le renard du désert. En allemand, Wüste, die Wüste, c'est le désert, des Fuchs, c'est le renard. Wüstenfuchs, le renard du désert, pour les talents qui étaient les siens, les talents guerriers. Il a donc mené des batailles sur le terrain africain pour conquérir la zone, dont l'une restera célèbre, la fameuse bataille de Bir Hakeim, qui se tiendra en mai-juin 1942. Vous avez justement à Paris un pont qui est dédié, c'était du 26 mai au 11 juin 1942, vous avez un pont à Paris qui est dédié à cette bataille, il s'appelle le pont de Bir Hakeim, c'est pas très loin de la tour Eiffel sur la partie ouest, pardon, de la capitale française. Donc sur ce terrain-là, les troupes africaines notamment, quand on dit de la France libre, on a l'impression que c'était des Français, des Blancs. Non, il y avait un fort détachement africain qu'on prenait d'un peu partout, du Cameroun, du Gabon, du Togo, du Mali. On les appelait les tirailleurs sénégalais, sans être tous évidemment du Sénégal, mais on leur avait donné ce nom-là. Ils ont notamment aidé la France à sortir du jeu militaire parce qu'ils ont permis notamment au général qui menait les troupes françaises à l'époque, le général Marie-Pierre Koenig, à vaincre les troupes de Erwin Rommel, a épuisé en tout cas Erwin Rommel pour que les Britanniques qui se ravitaillaient en coulisses viennent terminer le travail. C'est entre autres comme ça que sur le terrain africain la bataille a été vaincue. Il y en a eu plusieurs, mais c'est par ce genre de manœuvre aussi que dans l'absolu la Deuxième Guerre mondiale a été gagnée.
Sans le concours des Africains, sans le grand concours des Africains, il y a une forte probabilité que la Deuxième Guerre mondiale se serait terminée par la victoire des Allemands. Alors, les Africains ayant sorti les Allemands de la domination militaire par justement l'aide à travers les tireurs sénégalais et l'intégration dans la France libre vont subir trois affronts colossaux. Le premier, c'est le fait qu'en 1944, lorsque la guerre approchait de sa fin, on les a écartés pour blanchir les troupes, c'est-à-dire on ne voulait pas que l'histoire retienne que les Africains ont aidé à gagner la guerre. On voulait aussi on voulait que l'histoire soit propre, blanche pour les Européens pour dire nous avons vaincu les Occidentaux. Donc autant on a vu avec le maréchal Pétain que les Africains, enfin que les Français ont collaboré avec Hitler. Ça, c'est pour ceux qui disent actuellement que oui, les Africains ont vendu leurs frères pendant l'esclavage. Oui, on le veut bien, ce sont des Africains comme, je sais pas, Paul Biya, Macky Sall, Alassane Ouattara, qui ne se gênent pas du tout pour leurs intérêts personnels, dire qu'ils sont les meilleurs élèves de l'ancien colon. Mais dans le même sillage, justement, ils ont blanchi les troupes pour dire les Noirs ne nous ont même pas aidés. C'est-à-dire, non, en France, on ne dit pas aux jeunes Français quand ils vont à l'école que les Noirs, les petits nègres les ont aidés à gagner la guerre. On a blanchi totalement les troupes pour que l'histoire raconte une version totalement hellénisée, totalement occidentalisée, totalement blanchie de la guerre. Ça, c'est le premier affront. Le deuxième affront, c'est ce qui va se passer justement à Tiaroy en 1944, le 1er décembre. Les soldats qui sont justement rentrés parce qu'on les a chassés de la France, on leur a dit voilà, ça va, vous ne servez plus à rien ici, retournez chez vous, nous allons vous payer, nous allons vous verser un salaire pour vous remercier de ce que vous avez fait. Lorsqu'ils se sont rendus compte qu'on les avait roulés dans la farine et qu'ils ont essayé de revendiquer, on a envoyé justement des généraux français encore tirer sur des soldats qui revendiquaient et assassiner comme ça une bonne cinquantaine, voire une centaine de personnes pour intimider, et en tout cas le reste, un peu comme maintenant les polices le font dans notre pays aujourd'hui. C'est ce qui va entrer, en tout cas dans l'histoire, comme la tragédie de Tiaroy. Donc ça c'était le deuxième affront, et le troisième affront va donc venir du fameux franc CFA qu'on va imposer à ces pays-là, y compris aux pays concernés, aux pays dans lesquels s'est déroulée la fameuse tragédie, à savoir le Sénégal. Voilà donc en tout cas le contexte dans lequel on se trouve à ce moment-là. Et donc le général de Gaulle nous met le franc CFA le 26 décembre 1945 pendant que la Grande-Bretagne plus ou moins se désolidarise de ses colonies. Nous assistons donc à un imbroglio parce que les pays africains ne sont pas les seuls à être intimement englués dans ce mécanisme de pillage monétaire. Il y a, les pays d'Afrique noire ne sont pas les seuls, il y a des pays en Afrique du Nord, comme l'Algérie, qui commence à se défaire justement avec cette problématique dans les années 50-54, avec le début de la guerre d'Algérie, parce qu'elle veut s'émanciper, parce qu'elle veut sortir de là. C'est justement ce qui va ramener De Gaulle au pouvoir, après qu'il ait présenté sa démission en 1946. Lorsque la guerre démarre et que le président René Coty, sous la 4e République, se retrouve dans l'incapacité de gérer l'affaire, on rappelle celui qu'on appelle le plus grand, le plus illustre des Français pour gérer justement le dossier de la question algérienne. La guerre d'Algérie va prendre fin en 1962 avec la signature des accords d'Évian. On est aujourd'hui le 20 mars, c'était le 18 mars 1962 où l'Algérie, voilà, sort de l'oppression militaire et coloniale de la France. Et dans les mois qui vont suivre, c'est-à-dire en janvier de l'année suivante, en 1963, le chef Ahmed Ben Bella décide de sortir de cette barbarie monétaire et de créer justement un modèle financier propre à l'Algérie. Le Maroc aussi et la Tunisie vont connaître dans plus ou moins la même période justement ce même mécanisme d'ailleurs. Il y a quelques mois encore, le Maroc était encore plus ou moins encore condamné, il y a quelques années, un an ou deux, condamné à fabriquer ces monnaies à l'extérieur. Ils ont fini par créer ce qu'ils appellent la Banque Al-Maghrib, où justement ils gèrent totalement l'organisation, la gestion et la fabrication de leur monnaie. Donc, dans le terrain africain, ces pays-là vont sortir. Certains pays aussi, comme la Mauritanie en 73, mais là, ça viendra un peu plus tard. Le président de la Guinée équatoriale, Sékou Touré, de la Guinée-Conakry, Sékou Touré, va refuser
d'être intégré à la Constitution française de la Ve République sur la loi du 28 septembre 58, où il va dire justement en 58 qu'il n'a aucun intérêt, aucune envie d'intégrer justement ce mécanisme monétaire-là. Et sa phrase restera célèbre parce qu'elle va rentrer dans l'histoire quand il va dire à De Gaulle, nous préférons la liberté dans la pauvreté que la richesse dans l'esclavage. Et donc la Guinée-Conakry sera parmi les ex-colonies françaises le premier pays à obtenir son indépendance. Il va créer ce qu'on va appeler après, enfin de fil en aiguille, ils auront le CILI et maintenant le franc guinéen. Bon. Plus ou moins c'est de ça qu'il s'agit. On va plus loin pour justement montrer aux Africains qu'il n'y avait pas que les pays d'Afrique à l'intérieur qui étaient assujettis à cela. Il y a des pays comme le Vietnam, le Laos, le Cambodge qui souffrent aussi de ce mécanisme franc CFA. Et dans ces années-là, eux, ils commencent à se battre, ils commencent à bagarrer et à sortir de là. Le Vietnam a connu justement, à partir de 1946, ce qu'ils ont appelé la guerre d'Indochine, qui regroupait voilà, ces pays, le Laos, le Cambodge, le Vietnam et une partie de la Chine dans la région qu'ils appellent le Guangdong actuellement, où la France aussi avait de gros yeux, comme on dit, et c'était l'une des régions les plus prospères parmi les colonies françaises dont elle avait tout intérêt à les conserver. Mais le Vietnam, dans la logique nationaliste et protectionniste et dans son refus d'être colonisé par un autre peuple, va mener une guerre contre la France, notamment avec des leaders comme Ho Chi Minh qui vont expulser les Français et qui vont battre la France en 1954 à la fameuse bataille de Dien Bien Phu où la France va plier bagages et prendre la clé des champs. Entre-temps, en 1949, le Laos est sorti, un minuscule pays, et en 1953, bien avant, un an avant la fin de la guerre du Vietnam, en tout cas par la France, de la guerre d'Indochine, pardon, le Cambodge aussi va s'émanciper. Le Vietnam va continuer à souffrir parce qu'il va se faire envahir après par les États-Unis, divisé même en deux entre le Nord Vietnam et le Sud Vietnam avec deux capitales, et voilà connaître 20 ans de souffrance jusqu'en 1975, mais le Vietnam finit quand même par se défaire de l'impérialisme et par atteindre à une autonomie véritable. Aujourd'hui, ils ont une monnaie, le dong, et un niveau économique bien plus avancé que le Cameroun. En fait, il n'y a même pas comparaison possible. Donc voilà ce qui se passe plus ou moins en Afrique et ailleurs. Et maintenant, dans le contexte africain, certains pays notamment, comme la Guinée équatoriale comme la Guinée-Conakry décide de partir, le Togo de Sylvanus Olympio, dans le même siège, on est en 63, décide par le président Sylvanus Olympio, qui est diplômé de la London School of Economics et qui dit « Je comprends les mécanismes économiques, je vais créer un principe propre à mon pays, propre au Togo, propre et favorable à l'Afrique, je vais sortir de là. » Il a prévu justement de mettre la nouvelle monnaie en circulation le 15 janvier, parce que c'est depuis 62 qu'il prépare cela, dans le siège de la sortie du Mali, le Mali de Modibo Keïta. En 62, le Mali sort du franc CFA. En 63, le Togo décide donc de sortir, mais un coup d'État organisé par la France avec ses hommes de main sur le terrain, Monsieur Étienne Eyadema, avec Emmanuel Bojolé et ces jeunes colonels-là de moins de 35 ans, qui vont justement voilà, renverser et assassiner en janvier Sylvanus Olympio. C'est le beau-frère de Sylvanus Olympio qui prendra le pouvoir, Monsieur Nicolas Grunitzky, avant d'être renversé justement après par son ancien collègue Monsieur Eyadema en 72, qui va donc prendre le pouvoir et le gérer jusqu'en 2005, jusqu'à sa mort en 2005. Donc, alors, Sylvanus Olympio va trouver la mort au Togo, Sékou Touré aura beaucoup de problèmes parce que lorsqu'il décide de sortir, on va lui mettre les bâtons dans les roues en 58 pour la Guinée-Conakry, on va lui mettre les bâtons dans les roues en créant des opérations de sabotage, opération Persil, opération Saphir, opération voilà de faux billets pour mettre à genoux l'économie de la Guinée-Conakry et dire aux Africains que regardez, vous êtes incapables de manière autonome, de manière indépendante de gérer une monnaie. Modibo Keïta au Mali connaîtra plus ou moins la même souffrance parce qu'il va se retrouver dans un contexte où on grossit des groupes derrière pour faire vaciller son pouvoir et on va finir par le faire partir de là, l'incarcérer même à partir de 1968 quand Moussa Traoré prend donc le pouvoir après l'avoir renversé 6 ans plus tard et donc ensuite
le Mali, enfin, Modibo Keïta va être incarcéré et il ne sortira jamais de prison, plus ou moins. Il va trouver la mort en 1977 au mois de mai, le 16. Monsieur Moussa Traoré va réintroduire le Mali en 1984 dans le mécanisme franc CFA et le Mali est encore englué dans ce système aujourd'hui. Vous allez en Belgique, vous créez le parallèle avec l'ancien Congo belge qui devient la République démocratique du Congo plus tard. Mais bon, on n'en est pas encore là. La République démocratique du Congo actuelle, du moins, accède à l'indépendance le 30 juin 1960. Et à sa tête, il y a un premier ministre très nationaliste, très indépendantiste, qui a été choqué par ce qu'il a vu lorsqu'il était à Bruxelles 2 ans plus tôt et qu'il a vu l'exposition universelle avec les richesses congolaises qui faisaient rayonner la Belgique et qui a été surpris de voir qu'on n'a pas parlé de son pays, pas du tout. On a fait comme si la Belgique était, voilà, la Belgique avait fait tout ça d'elle-même, la Belgique était venue là par elle-même, il y avait eu toute cette grandeur d'elle-même alors que les richesses du Congo font justement la fierté et la grandeur de ce pays. Il décide donc, son nom est Patrice Emery Lumumba, il décide de rétrocéder toutes les richesses en terre congolaises déjà qui sont entre les mains des Belges aux nationaux congolais parce qu'il se dit il est absurde que des étrangers sur notre sol s'accaparent ce qui nous est dû. Partez, en tout cas, laissez-nous gérer nos richesses. Ce n'est pas au goût, justement, de la métropole, parce qu'elle sait que de fil en aiguille, il va attaquer les volets économiques, les volets militaires, les volets financiers, les volets monétaires, etc. Donc, on ne va pas le laisser faire plus d'un mois là au pouvoir, on va commencer à lui pourrir la vie. Il est obligé de s'enfuir et il est traqué à travers le pays jusqu'à être arrêté en fin d'année et être assassiné le 17 janvier de l'année suivante, 1961. Vous arrivez en Haute-Volta, qui deviendra en 83 le Burkina Faso sous l'égide du capitaine Isidore Noël Thomas Sankara. Il est convoqué avec les dirigeants africains une réunion, une grande conférence panafricaine à Addis Abeba en juillet 1987. Et Thomas Sankara leur dit, les gars, vous avez vu, depuis que ce franc CFA-là, cette histoire de monnaie a été implémentée, vous voyez bien que nous n'avons pas réellement progressé. On nous met sous plan d'ajustement structurel, on nous met sous des principes qui nous rendent la vie difficile, et on nous dit que nous avons encore des dettes à payer parce que nous contractons, nous faisons des emprunts, pour financer nos économies à ces gens-là qui gèrent notre pôle financier. Donc il est temps de sortir de là parce que en fait c'est eux qui ont une dette envers nous, ils ont une dette qu'ils ne peuvent pas payer, la dette de sang. Donc je demande à tous les Africains de s'allier et à moi pour qu'on fasse ce qu'on appelle le front uni contre la dette. Sinon, je vais me faire assassiner, sinon vous ne me verrez plus à la session suivante. Ils ont applaudi, tout le monde était content, on a dit bravo Sankara, vraiment un jeune président dynamique, très vaillant, très conscient de l'Afrique et consort, mais il va quand même être assassiné aux yeux de tous les Africains à ce moment-là, en 87, à la fin de l'année, le 15 octobre. Kwame Nkrumah, qui deviendra plus ou moins fou jusqu'à sa mort en exil en Roumanie en 66 parce que il est dans un contexte où il a été plusieurs fois victime de coups d'État manqués parce que c'est un panafricaniste notoire qui a notamment rédigé des ouvrages poignants, le conscientisme, Conscientism, ou l'ouvrage phare Africa Must Unite en 1961. Il demande, l'Afrique doit s'unir, sortons de la solitude et enfin, sortons de la version solo où chacun veut aller seul contre l'impérialisme. Nous serons, si ça continue, les perdants de l'histoire. Il est moqué par ses pairs, notamment Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire et Léopold Sédar Senghor du Sénégal plus tard, qui lui diront laisse tomber, tu devrais plutôt avec nous resté sous l'égide de la France parce que voilà, si dans 10 ans les choses sont encore où elles sont, tu verras, dans 10 ans, nous sommes beaucoup plus avancés que ton pays, par exemple. C'est Houphouët-Boigny qui lui fait ce défi en 1955. Aujourd'hui, on a presque envie on a envie de demander. C'est vrai que la Côte d'Ivoire s'en sort plutôt pas mal. C'est un pays semi-industrialisé. Mais ça, c'est parce qu'ils ont la chance du cacao et que le café est très convoité dans les pays occidentaux. Ils en dépendent presque. Mais ce n'est pas un pays qui génère de la production de quelque chose, d'un produit fini en grande quantité. Je sais pas, à l'instar de la Corée du Sud, du Japon ou des véritables démons que nous avons en Asie actuellement et qui rendent coup pour coup aux pays occidentaux sur le volet économique. Donc,
Le Ghana, aujourd'hui, quand on voit les résultats, il est bien devant ces pays-là. Mais en tout cas, on n'en est pas encore là. On est encore au volet historique. Nous allons aborder le volet économique dans quelques instants. Le volet technique et de l'analyse économique de ce mécanisme monétaire. Mais en tout cas, vous avez vu, je vous ai présenté la liste plus ou moins de ceux qui vont soit trouver la mort, soit avoir la vie difficile dans ce contexte. Au Cameroun, parce que le Cameroun est avec l'Algérie justement l'un des seuls pays, le seul pays à avoir véritablement lutté à l'échelle globale pour son indépendance. Rien à voir avec le Cameroun d'aujourd'hui, de Paul Biya, de René Emmanuel Sadi et de tous ces clowns en cravate qui, parce qu'on leur a donné un poste prestigieux et des salaires qui vont venir et avec le, voilà, le pseudo-pouvoir que cela confère, sont prêts à défendre l'indéfendable. Non, on parle du vrai Cameroun, le Cameroun des nationalistes qui avaient compris de quoi il s'agissait dans les paradigmes économiques et monétaires et dans les relations internationales, le Cameroun de Oumniobé qui, en 58, va trouver la mort parce que Sékou Touré étant sorti du franc CFA, les nationalistes de l'UPC, Union des populations du Cameroun, à l'instar de Oumniobé, décident de mettre un coup d'épée sur l'accélérateur en disant au président de l'époque, M. Amadou Ahidjo, attention, watch out, on est dans quoi là? Tu es un président visionnaire pour l'Afrique et tout, oui, mais tu refuses de t'émanciper de l'assujettissement français. L'indépendance qu'ils prétendent qu'ils nous donneront en 1900, bon, c'était pas encore Ahidjo à l'époque, mais enfin, quand je dis l'UPCJ, de manière générale, on était avec André Marimbida. Mais en tout cas, l'oppression, elle est déjà là. Et plus tard, ceux qui vont porter le flambeau de Oumniobé, à savoir Félix Moumié, se feront donc assassiner sous l'égide d'Ahidjo le 30 novembre 1960, alors que le Cameroun vient à peine d'accéder à son indépendance quelques mois plus tôt, le 1er janvier. Parce que Moumié va se rendre compte, non, on a accédé à l'indépendance, oui, de manière officielle, c'est très joli, mais dans les faits, il n'en est rien. Nous sommes toujours sous le joug de la France et il faut faire quelque chose contre cela. La France va dépêcher Ahidjo en lui disant trouve un moyen d'éradiquer ces gens qui nous troublent un peu la vie, qui nous pourrissent notre quotidien. Et donc il sera empoisonné à Genève, au thallium. Il va être empoisonné en octobre et mourir le 3 novembre suivant. Donc voilà, parce que l'idéologie ne dépend pas d'un personnage, mais de toute une façon de faire, de penser, de voir le monde de plusieurs acteurs. Le mouvement UPCiste ne va pas mourir, il va continuer, porté par Ernest Wangé qui va mourir aussi le 15 janvier 71, fusillé à Bafoussam pour ses idéaux, parce qu'il aura voulu une indépendance réelle du Cameroun, hormis hormis l'indépendance au faciès, l'indépendance de façade, l'indépendance externe que la France non miroite. Il sera aussi assassiné. En fait, les principales questions donc il faut se poser dans la question du franc CFA sur les volets historiques, c'est que pourquoi tous ces gens-là qui se sont battus corps et âme pour sortir du franc CFA se font assassiner et pourquoi le général de Gaulle impose aux pays africains un mécanisme qu'il a lui-même fui lorsque l'Allemagne le lui a imposé à lui. Donc tous ceux qui se sont battus contre le franc CFA sont morts jeunes. Maintenant, je vais vous donner la liste de ceux qui sont morts vieux, de ceux qui ont vécu vraiment longtemps. Jusqu'en 91, vous avez Moussa Traoré, par exemple, pour le Mali, depuis 1968. Vous avez Yadema au Togo entre 72 et 2005, faites vous-même le ratio de longévité. Vous avez Monsieur Albert Bernard Bongo, qui deviendra Omar. Après Léomba au Gabon, il prend le pouvoir en 1967, un bon ami de la France, introduit d'ailleurs là-dedans par les réseaux de celui qu'on a appelé Monsieur Afrique, Jacques Foccart. Il est le Monsieur Afrique, il est en quelque sorte le secrétaire de l'Élysée aux affaires africaines entre 1960 et 1975. Il est mort en 97 à l'âge de 83 ans. En fait, ces gens-là meurent vraiment très vieux. Ils ont vécu très longtemps. Tous ceux qui étaient amis ou collaborateurs ou acteurs justement du pillage africain, ils n'ont pas eu de problème de longévité. Ils ont vraiment vécu de très très longues années. Donc Jacques Foccart va introduire Albert Bernard Bongo alias Omar dans les réseaux de la France-Afrique et justement conduire le Gabon à maintenir l'assujettissement monétaire. D'ailleurs, on aura un élément assez drôle dans cette histoire parce que Albert Bernard Bongo va dire qu'il est un président démocratique. Il va d'ailleurs créer dans ces années-là, le PDG, le Parti démocratique gabonais, mais en même temps, il va décréter que le PDG est le parti unique.
Il n'y a qu'en Afrique qu'on peut avoir un régime démocratique à partie unique. Il faut se demander un peu dans quoi on se meut. Mais bon, Omar Bongo aussi va vivre très vieux, vous imaginez de 67 à 2009, lorsque son ministre de la Défense et fils, Ali Bongo Ondimba va prendre le pouvoir. Vous avez aussi, voilà, j'ai dit au Togo, au Gabon, au Mali, en tout cas ces gens-là qui vivront très longtemps et même euh, dans le cas camerounais, voilà, Paul Biya qui arrivera au pouvoir en 82, qui dira en 91, moins de 10 ans après avoir pris le pouvoir, qu'il est le meilleur ami de la France. Vous voyez, il y est toujours. Les accords militaires signés par la France qui vont arriver à expiration en 2010 entraînent toutefois des chamboulements au Cameroun parce que avec l'avènement de la Chine qui commence à prendre pied sur le terrain africain, vous avez le Cameroun qui, à l'instar des autres pays, commence à diversifier ses partenariats. Ce qui va conduire à une situation où Paul Biya ne plaira plus forcément aux Français qui vont essayer un peu de pourrir la vie au Cameroun pour asseoir leur contrat. On aura donc les troubles à l'intérieur, les Boko Haram, un tas de choses bizarres. C'est-à-dire ce sont les démons, on va dire, qui se combattent entre eux. Et c'est pour ça que vous voyez à cette époque-là, beaucoup de gens profitent pour parler de Paul Biya comme un panafricain. Si vous ne perturbez pas le pouvoir d'un président en Afrique, sachez qu'il sera toujours panafricain. Tant que vous ne lui donnez pas l'impression que son pouvoir est menacé par votre faute, sachez que d'une façon ou d'une autre, vous maintenez une relative amitié avec lui. Donc, au Cameroun, lorsque Paul Biya essaye d'établir une sorte d'équilibre entre les intérêts français et les intérêts asiatiques, il va y avoir une relative accalmie dans la problématique camerounaise interne parce que à un moment donné, Bolloré qu'on a chassé du port est reconduit au port, tel qu'on a chassé de X est revenu, un peu comme ce qui s'est passé avec le métro d'Abidjan où on a rappelé Bouygues, SFR et tous ces gens-là qui au départ n'étaient pourtant pas inclus dans la transaction. Donc, voilà, aujourd'hui, vous avez une situation un peu ambiguë entre la France et Paul Biya pour ce qui concerne le Cameroun parce que même si elle n'approuve pas totalement Paul Biya, elle n'a pas pour autant l'intention de le remplacer par un autre. Parce que si vous prenez quelqu'un comme Maurice Kamto, il n'est pas principalement celui en qui la France voit la sauvegarde de ses intérêts. Alors elle se dit, il vaut mieux maintenir un demi-démon que de maintenir un démon complet, parce que Kamto fait office à ce niveau de démon complet qui ne va pas justement faire de son septennat le septennat du meilleur élève de la France. Et avec la menace chinoise, voilà, c'est acquis tout double, en tout cas de deux mots, le moindre mal, on se contente de Paul Biya. Mais tous ces gens-là, justement, qui plus ou moins sauvegardent les intérêts de la métropole, eux n'auront pas beaucoup de problèmes et eux, ils vivront très longtemps. Beaucoup sont encore en vie aujourd'hui, pendant que les nationalistes et les leaders sont soit incarcérés, soit assassinés. Ce qui vous amène donc à vous poser de grandes questions sur ceux qui aujourd'hui sont arrêtés et incarcérés. Beaucoup d'entre nous applaudissent l'arrestation et l'incarcération de beaucoup des leaders actuellement, mais beaucoup parmi ceux qui applaudissent, en tout cas considèrent Ernest Wangé, Félix Moumier et tout ce que je citais au départ comme des héros. Il faut donc, comme on dit, savoir raison garder. On ne peut pas en même temps commémorer Ernest Wangé et les autres et se dire que ce n'est pas l'histoire qui est en train de se répéter actuellement avec ces gens-là qu'on arrête de manière totalement arbitraire. Il est possible que dans 10 ans, on se rende compte que la manœuvre était la même et que pour des intérêts inavoués, soit personnels, soit de paradigme concernant les relations avec l'extérieur, certains leaders aujourd'hui ont été arrêtés tant il est vrai que les charges retenues contre eux sont assez faibles, sont même ridicules. Donc c'est ce qui se passera plus ou moins. Et tous ces gens-là seront enfermés, tous ces gens-là seront assassinés pendant que les autres vivent longtemps, pendant que les autres se pavanent, pendant que les autres mènent une vie dans un calme relatif sous justement le parrainage de la France et de ses réseaux mafieux. Jacques Foccart appelait le président ivoirien Houphouët-Boigny chaque semaine, on dit que c'était tous les mercredis, pour s'enquérir de la situation sur le terrain, pour voir comment les choses évoluaient, pour voir comment l'Afrique se portait. Jean Bédel Bokassa s'est fait proclamer empereur de Centrafrique. Vous voyez à quel point le mal était et est encore profond. Monsieur Léomba ne voulait même pas que le Gabon soit indépendant. Donc voilà, ce genre de choses. Et avec le Gabon de Omar Bongo, son successeur, on aura des affaires de diamants, on aura des affaires de mœurs autour de la femme
Albert Bernard Bongo, qui, paraît-il, voilà, faisait une sorte de concubinage politique avec le président suivant, Valéry Giscard d'Estaing, celui qui succède à Georges Pompidou, etc. Donc c'est un peu ça l'historique de la politique de la France-Afrique, l'historique de la politique monétaire, l'historique du franc CFA, dans ce qu'il va devenir, dans ce dans quoi il va entraîner, en tout cas, euh, les présidents africains. Et donc, comme je disais, il était important d'analyser la monnaie comme ça sous le volet historique parce que grâce à ça, on permet, enfin, ça permet de nous situer, ça permet de savoir où on se trouve, ça permet de se dire, voilà donc comment les choses se présentaient, voilà en tout cas comment le franc CFA a commencé, voilà comment maintenant, avant d'analyser la monnaie elle-même dans sa structure sur le plan purement économique, voilà en tout cas ce qu'elle a représenté. Donc pour ceux qui, voilà, l'avantage avec ce petit streaming, c'est qu'il est... il est disponible de toute façon, ad vitam aeternam, comme on dit. Donc, ceux qui ont envie de réécouter, ceux qui veulent en savoir plus, ceux qui veulent voilà, un peu plus d'approfondissement sur ce qui a été dit et qui aimeraient mieux y assimiler, en tout cas, l'avènement de ce système monétaire-là, il suffira, lorsque ce live sera terminé, de retourner au début, de retourner... voilà, au tout début, à la première minute, de réécouter et voilà, de voir ce que ça donne. Maintenant, nous allons passer au deuxième volet qui est certainement le plus intéressant. J'ai presque envie de dire que c'est là, c'est même à cet endroit que notre vidéo, enfin que notre streaming commence. Le volet économique qui analyse la monnaie franc CFA dans son fonctionnement, dans sa structure, dans ses mécanismes et qui établit une sorte de... enfin, qui établit une sorte de lien, de questionnement entre est-ce que ce qu'on dit sur le franc CFA est réellement vérifiable dans les faits. Je vous permets encore de profiter de l'hymne de la Renaissance avant que nous ne passons au deuxième volet. J'espère en tout cas que jusqu'à ce niveau, nous avons été assez... enfin, que les uns et les autres ont pu voir un peu plus clair sur l'historique de la question monétaire au Cameroun, en Afrique, dans les autres pays, bref, voilà. J'espère que ça vous a quand même servi à quelque chose. Et c'est parce que ça permettra de mieux comprendre le volet qui va suivre. Seigneurie par les flots du Vouvray, ce flot de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les Manékouba, sur les crêtes de Reboba, marque ça qui nous caresse, qui cousine à l'égresse. Ces arbres battants qui chantent, ces beaux sauts triomphantes, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Alors, on ne va pas la réécouter jusqu'à... Enfin, on va pas écouter la totalité de la chanson. Un dernier refrain et on passe au volet 2, le volet technique du franc CFA. Alors, sur le volet, voilà, elle est très superbe la chanson, mais bon, on va pas, on pourra pas l'écouter jusqu'à la fin. Il faut quand même respecter le temps que vous avez consacré à ce streaming, le fait que vous soyez venu, voilà, ce n'est pas rien. Je ne vais pas exagérer sur votre disponibilité. Donc, le franc CFA actuellement tel qu'il existe donc, créé le 26 janvier, le 26 décembre 1945, gouverne actuellement 14 pays plus 1. Les 14 pays sont intercontinentales et l'autre se trouve dans l'archipel des Comores dans l'océan Indien. Vous avez en Afrique centrale 6 pays qui concernent, qui sont inclus dans ce qu'on appelle la CEMAC, la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Vous avez les 8 pays d'Afrique de l'Ouest. Pourquoi ne m'appelez pas pendant le streaming, sinon ça perturbe. Vous avez donc en Afrique de l'Ouest
le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, enfin le Mali j'ai oublié, enfin j'ai précisé qu'ils sont revenus en 84, dont actuellement ils y sont, la Mauritanie n'y est pas. En tout cas le Sénégal, le Mali, le Togo, le Burkina Faso, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Benin, voilà, en tout cas 8 pays en tout qui sont actuellement dans ce qu'on appelle l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le siège de l'UMOA est à Ouagadougou au Burkina Faso et les deux entités sont régies par des banques centrales, enfin les trois, parce qu'il y a l'Union des Comores, l'UC, si vous voulez. Et les entités qui gouvernent la gestion monétaire dans ces zones-là sont au nombre de trois, évidemment. La BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qui a pour siège Dakar au Sénégal, et la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC, qui a son siège à Yaoundé au Cameroun. Et ensuite, vous avez donc aussi la Banque centrale des Comores qui a son en tout cas qui a son siège justement aux Comores. Donc chacune justement, voilà, est en tout cas de facto comme l'institut monétaire principal par excellence, l'institut suprême en tout cas de ces zones-là. Donc, il est régi par quatre mécanismes, on les appelle, bon, avant même d'y aller, on va dire, dans la réalité de la Banque centrale, en tout cas dans les pays sérieux, la Banque centrale, en fait, elle institue des missions monétaires, c'est elle qui organise la production de la monnaie. C'est le seul organisme dans un pays qui a le pouvoir de créer la monnaie. Ce n'est pas l'État qui crée la monnaie dans un pays sérieux, donc ce n'est pas le président qui décide que bon, aujourd'hui je veux créer, j'ai envie d'acheter quelque chose à Douala ou au nord, je vais faire imprimer 1 milliard et on va aller acheter. Non, non, non. C'est la banque centrale qui imprime. L'argent est distribué aux banques commerciales avec des clauses fixes et ce sont les banques commerciales qui voilà organisent la circulation de l'argent en faisant par exemple des crédits à des gens qui ont un projet, qui viennent avec un dossier, ils octroient le crédit et lorsqu'ils ont de l'argent, bah, ces gens-là utilisent leur argent dans la population pour voilà mettre en œuvre leur projet, ils payent leurs ouvriers, ils payent telle ou telle personne et c'est cet argent-là que les ouvriers en retour payent aux restaurateurs, par exemple, quand ils vont manger, je sais pas, aux femmes à qui ils vont acheter des habits, des trucs, bref, et ainsi de suite. C'est en tout cas comme ça que l'économie s'organise et que la monnaie évolue en circulation. L'État lui-même a un compte dans la banque centrale. C'est ça qu'on appelle le trésor public. C'est pour ça qu'il ne faut pas confondre le trésor public avec la Banque de France. La Banque de France est l'institut financier français, en tout cas la filiale française de l'euro, comme on dit de la Banque centrale européenne, parce qu'aujourd'hui ils ont une monnaie commune. Mais voilà. Donc, à supposer que la France était le seul pays européen qui utilise l'euro, la Banque centrale serait en fait le siège principal de l'euro. Mais en tout cas, disons, Francfort en Allemagne étant la capitale européenne financière, la Banque centrale européenne est donc le seul organisme en Europe habilité à créer les euros, à créer la monnaie qui circule en Europe. Donc oui, on va la fabriquer, il y a des instituts qui vont la fabriquer en France, en Allemagne, etc. Mais en tout cas, c'est au nom de la Banque centrale. Donc, en Afrique aussi, en Afrique centrale, ça fonctionne dans la théorie, selon les mêmes procédés, c'est-à-dire c'est la BEAC qui fabrique la monnaie pour l'Afrique centrale, c'est la BCAO pour l'Afrique de l'Ouest et c'est la BC pour l'Union des Comores. Mais évidemment, dans le réel, il n'en est rien, parce qu'on est un pays de haute esbrouffe, de haute tricherie, on est un continent de haute irrationalité, où il y a un contraste terrible entre ce qui est dit et ce qui est fait, entre ce qui est fait et ce qui devrait être fait. Donc, c'est un peu ça. Je parlais de l'Auvergne tout à l'heure quand je disais le maréchal Pétain s'était réfugié à Vichy, voilà, dans une petite ville, Vichy, qui était en tout cas bien du point de vue administratif, avec les locaux, les bâtiments et l'infrastructure qu'il fallait. Donc voilà, c'était en Auvergne. Aujourd'hui aussi, le franc CFA pour ses billets est fabriqué en Auvergne. Tout le monde, enfin plus ou moins le sait. Le professeur Agbo nous a énormément instruit dessus. Voilà. Et il y a une autre usine de fabrication, un petit village du nom de Pessac, pas très loin de Bordeaux. C'est en Gironde, dans ce qu'on appelle l'Aquitaine. Bref, les Français, les Africains de France parmi nous savent de quoi je parle.
Donc voilà, et ils sont fabriqués là-bas et on va voir de fil en aiguille dans quel type d'imbroglio et d'absurdité ça nous amène. Donc les quatre principes fondamentaux du franc CFA qui régissent justement la monnaie sont dans les relations diplomatiques avec la France. Il y en a donc quatre qui sont de un la libre convertibilité, ça veut dire qu'en illimité, autant de francs CFA sont convertibles en autant d'euros voulus, n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, n'importe qui. Bon, il y a un petit problème avec ça, c'est que Moizolo d'ailleurs en a fait l'expérience il y a quelques jours, Moizolo Diabanza, il y a une vidéo qui circule dessus où justement il est devant une agence, où il dit voilà, voici des francs CFA changer les mois, on dit non, on peut pas, il demande mais il y a le principe de la libre convertibilité, comment ça se fait que vous n'acceptez pas mon franc CFA? Donc le seul endroit où on peut vous échanger le franc CFA en euros, c'est quand vous êtes encore en terre africaine. Lorsque nous prenons l'avion, on l'a remarqué, lorsqu'on est à Yaoundé ou à Douala, lorsque nous prenons l'avion, personne ne me contredira, c'est sur place qu'on change notre argent parce que là-bas, on ne nous le donnera pas. Il ne figure pas là-bas, il n'existe que dans ces pays-ci. Il n'a pas valeur de devise, il n'a valeur de devise nulle part, même pas en France, qui est pourtant son prétendu gestionnaire. Donc c'est une convertibilité limitée et d'ailleurs une convertibilité exclusive parce que vous ne pouvez pas le convertir en une autre monnaie si ce n'est en euros. Si un Chinois fait des transactions avec vous, vous ne pouvez pas transférer directement le franc CFA au yuan. Il n'y a pas de parité établie, il n'y a pas de valeur établie. Il faut convertir le franc CFA en euros, voir combien le franc CFA donne en euros et c'est cette valeur-là en euros que vous allez convertir en yuan. Donc c'est à partir de là que le chinois saura combien vous donner. Il n'y a pas de transaction directe entre le franc CFA et le yuan. Donc ça c'est le premier mensonge dans ces quatre principes. Il n'y a donc pas de libre convertibilité. Tout ça c'est un mécanisme de haute tricherie qui empêche justement les Africains de commercer entre eux. Vous avez une problématique quand vous allez en Afrique de l'Ouest où vous vous rendez compte que les billets ne sont même pas interchangeables, dont le franc CFA d'Afrique centrale n'est même pas librement convertible avec le franc CFA d'Afrique de l'Ouest parce que vous devez passer par une transaction. Vous déposez au guichet et on vous donne moyennant des frais maintenant l'argent de l'Afrique de l'Ouest. Donc quand vous quittez Yaoundé pour Yamoussoukro, vous n'allez pas, si vous avez 1000 francs dans la poche, vous n'allez pas dépenser ces 1000 francs là sur le terrain, il faudra les changer et une partie sera retenue. Donc peut-être, je ne sais pas, vous dépenserez 900. Donc en fait, il y a des coûts de transaction qui vous sont prélevés. Il y a en tout cas énormément de principes qui limitent les échanges entre les deux zones alors qu'elles ont la même monnaie. Regardez l'Allemagne et la France qui commercent à plus de 50%, voire même 60-65%, parce qu'elles ont la même monnaie, donc c'est facile. Et de toute façon, si je pars de Paris à Berlin avec l'euro, bah, il n'y a pas de souci, c'est l'euro. On va pas m'empêcher de l'utiliser parce que c'est l'euro de la France et non de l'Allemagne. Donc en fait, on a réussi à nous mettre dans un moule où c'est certes la même monnaie, mais elle n'est pas acceptée. Et les Africains, tous les jours, considèrent que non, tout va bien, le franc CFA n'est pas un problème, la France garantit sa protection et blablabla. On le verra tout de suite que c'est de l'arnaque encore en plein soleil. Donc, le deuxième principe, c'est la libre transférabilité des capitaux. C'est-à-dire, voilà, vous pouvez toutes les transactions financières, si vous le voulez, si vous habitez à X en France, vous voulez faire venir votre argent vers vous, ce sera possible. Et aussi dans l'autre sens. Mais croyez-moi que dans les faits, c'est faux encore. Les surveillances, encore qu'ici en Europe, on discute énormément sur la taxe sur la transaction financière. C'est un peu comme le Western Union. Lorsque vous passez de l'Europe au Cameroun, on vous prélève dans les 12%. Maintenant aussi, on discute même ici, lorsque vous avez des biens à Majorque, je sais pas, vous les rapatriez dans une autre banque à Francfort ou à, je sais pas, Varsovie ou à Bruxelles, on réfléchit, est-ce qu'on ne devrait pas vous couper quelque chose quand même sur ces transactions-là, et surtout si ça concerne l'Europe et une autre zone hors zone euro par exemple. Donc ce n'est donc pas dans le cadre africain qu'on va vous laisser faire circuler comme ça les capitaux comme vous le désirez. Évidemment, les Européens, Paul Biya les a d'ailleurs invités, puisqu'on parle du Cameroun, ont la latitude absolue de transférer leurs capitaux de l'Afrique
vers la France. Lorsqu'ils ont fini de piller le territoire, ils peuvent maintenant rapatrier leurs biens. Biya a d'ailleurs invité les Italiens il y a quelques temps à le faire. Ouattara aussi considère que c'est une très bonne chose. Et Macky Sall a dit il y a 2 ans que le franc CFA est une bonne monnaie à garder. Fin de citation. Donc en fait, il y a des gens qui n'ont aucun problème avec tous ces principes que je suis en train d'évoquer, quand bien même ils se rendraient compte que dans les faits, on est en plein mensonge. Il y a un principe dans supplémentaire qui est la parité fixe. C'est un autre procès de sorcellerie parce que 1 euro, comme on dit, a une valeur inamovible par rapport au franc CFA, ou du moins un franc CFA a une valeur inamovible par rapport à l'euro. Donc on dit aujourd'hui 1 euro égale à 655 francs CFA et des poussières, ça fait que quoi qu'il arrive, c'est toujours la même chose. C'est ce qu'on appelle le taux de change fixe par opposition au taux de change flottant. Le taux de change flottant, ça veut dire s'il y a aujourd'hui 1 euro égal à 1 franc CFA, demain 1 euro peut être égal à 2 francs CFA ou 2 euros peut être égal à 8 francs CFA et ainsi de suite. Ça peut changer en fonction de l'évolution économique des différents pays qui utilisent ces différentes monnaies ou en fonction de la décision des leaders politiques par rapport à ce qu'ils vont faire de cette monnaie. Sauf que dans les faits, le franc CFA, lui, il ne change pas, il est inamovible. Le problème, c'est que on nous a menti en nous disant que c'est bien parce que ça permet d'avoir une monnaie stable, donc le franc CFA ne varie pas et donc on ne se retrouve pas avec des fortes baisses de valeur et qu'on sort. Bon, il faut ne rien comprendre aux principes économiques de base pour croire à cette fumisterie parce qu'en fait, le franc CFA change bel et bien, il change même énormément, il est très instable. Mais ce qui est vraiment terrible dans cette instabilité, c'est que l'instabilité n'est pas décidée par les Africains en fonction de l'évolution de la politique africaine, non. L'instabilité accourt en fonction de l'instabilité en Europe. Ça veut dire que si 1 euro est égal à 655 francs CFA, et que les Européens décident d'augmenter la valeur de l'euro par rapport au dollar américain, la valeur du franc CFA aussi va augmenter par rapport à celle du dollar américain, parce que l'euro reste proportionnel au franc CFA. On va expliquer ça en termes clairs. Imaginez, vous avez 3 pays, la France, le Cameroun, la Bolivie. Je prends un autre exemple, la France, le Mali, la Bolivie, parce qu'on risque de me trouver trop camerounais dans l'analyse. La France, le Mali et la Bolivie. En Bolivie, on utilise une monnaie qu'on appelle le bolivar. C'est en l'honneur de Simon Bolivar qui avait énormément combattu pour l'indépendance de l'Amérique latine. Donc, un bolivar égale, dans notre scénario, un bolivar égale à 1 euro. Égal à 1 franc CFA, c'est-à-dire on a donc 3 pays où chacun a une monnaie égale à celle des 2 autres pays. Mais entre la France et le Mali, il y a une parité fixe, c'est-à-dire les Français disent aux Maliens, quoi qu'il arrive, 1 euro sera toujours égal à 1 franc CFA, peu importe ce que les Boliviens font. Donc un matin, les Européens décident, bon, à partir d'aujourd'hui, 1 euro va être égal à 2 bolivars, non, on va dévaluer l'euro. 1 euro va être égal à 2 bolivars, c'est-à-dire, voilà. Pardon, on va réévaluer l'euro. 1 euro va être égal à 2 bolivars dont la monnaie européenne monte en valeur. Ce qui fait que les produits des Européens sur le marché international vont se retrouver 2 fois plus chers. Et comme 1 franc CFA égale à 1 euro, si 1 euro égale à 2 bolivars, ça veut dire que 1 franc CFA égale à 2 bolivars. Et donc la valeur des produits de la zone franc CFA aussi se retrouve augmentée, même si les Africains ne le voulaient pas. Donc c'est l'Européen qui décide à partir d'aujourd'hui que vos marchandises coûtent plus cher que celles des autres. Et donc vous vous retrouvez en déficit de clients parce que lui, il vend moins cher, le client aimant le moins cher, le client va se tourner vers lui, plus ou moins. C'est ce qu'on appelle la conjoncture économique. Et la conjoncture économique en Afrique obéit sur ce volet-là à l'évolution conjoncturelle de la monnaie euro sur le continent européen. Donc vous êtes chez vous, les Européens font leurs choses entre eux, ça ne vous regarde pas, mais ils décident d'évaluer leur monnaie, ce qu'on appelle l'appréciation monétaire, et votre monnaie aussi s'apprécie. Et le jour où ils décident de baisser la valeur, ce qu'on appelle la dépréciation, votre monnaie aussi perd en valeur et elle se déprécie. Donc c'est-à-dire quoi que vous fassiez en Afrique, on s'en fout. La valeur de votre monnaie dépend de ce que les Européens font, eux, chez eux. On est donc encore en pleine colonisation. Et il faut être fou pour continuer à accepter un mécanisme comme celui-là. Mais beaucoup d'entre nous sont justement fous et acceptent que les choses fonctionnent ainsi. Donc le fameux taux de change fixe dont on nous dit
C'est une bonne chose parce que voilà, il conduit à la stabilité monétaire. Il est totalement faux. On nous dit que voilà, c'est bien parce que entre le franc CFA et l'euro, il n'y a pas une très grande distance, ce qui fait que le franc CFA est une monnaie forte. Les mêmes qui nous disent que c'est bien que le franc CFA soit une monnaie forte se plaignent des Chinois qui, eux, ont une monnaie plus faible que la leur. Et les Chinois, avec leur monnaie faible, se retrouvent dominateurs sur l'échiquier commercial mondial par rapport aux Européens, alors qu'ils ont une monnaie plus faible. Donc ce n'est pas la monnaie forte qui crée l'économie forte, c'est de la distraction. Une monnaie peut être faible, mais avec une économie très forte. On y reviendra tout à l'heure. Passons sur le quatrième et dernier principe qui est justement la centralisation des réserves de change. Donc, comme je disais tout à l'heure, le trésor public, c'est le compte d'un pays, le compte d'un État. C'est-à-dire, même l'État camerounais, à la BEAC, a un compte qu'on appelle le trésor public. Le chef d'État Ouattara en Côte d'Ivoire gère un compte auprès de la BCAO qu'on appelle le trésor public. Et au Trésor public français, il y a des chambres. L'une des chambres, c'est justement le compte d'opération, dans lequel sont versés de l'argent qui appartient aux Africains. Mais en fait, la France verse dans son compte à elle. Elle fait semblant, elle dit aux Africains, c'est-à-dire elle crédite de manière formelle, mais pas factuelle. Elle dit aux Africains, voilà, regardez, c'est signé, c'est positif, vous avez votre argent dans votre compte ici, chez moi. Mais en fait, c'est la France qui le garde dans le sien. On va nous distraire en disant que oui, mais la France ne l'utilise pas, elle spécule. Oui, mais elle spécule, ça ne veut rien dire. C'est pas comme si elle nous remettait cet argent. Elle joue un jumbo avec sur les marchés internationaux, ce qui lui génère des intérêts. Pourquoi elle fait ça? C'est comme si vous avez des tomates, vous vendez votre tas de tomates à 100 francs ou 150, ou bien, enfin, on va dire 300. Et dès que le client est parti et vous a donné les 300, il y a un autre qui s'amène et qui vous dit, hé gars, sur les 300 que tu viens de gagner, moi je vais garder 150. Qu'est-ce que tu en dis? Ben tu prends, tu les lui donnes, il garde et tu n'as plus que 150 francs que tu vas utiliser pour vivre. Le pire et ce qui est vraiment cynique dedans, c'est que lorsque tu as dépensé tes 150 et que tu veux ton argent auprès de celui qui te le garde, il te dit, bon ok voilà, moi je vais te donner 50 francs actuellement, mais tu vas me donner 75. Donc tu vas me rembourser avec des intérêts parce que ce que je te fais c'est un emprunt, c'est de l'aide au développement. Voilà un peu comment ça fonctionne avec mon propre argent. On me fait de l'aide au développement. Donc, la centralisation des réserves de change, ce qu'on appelle le compte d'opération, est le quatrième principe du franc CFA. On nous dit que c'est très bien parce que la France joue le rôle d'assureur. On dit, voilà, vous savez, quand on dit assureur, ça veut dire si on se retrouve en déficit de devises, la France va payer pour nous, la France va nous aider. Imaginez un Français qui vient au Cameroun ou au Sénégal, il a 1 milliard. Il a 1 milliard en euros. Il vient, il dépose, parce qu'on n'utilise pas l'euro à l'intérieur de la zone franc, il vient donc, il dépose dans la banque centrale. On lui donne l'équivalent de 1 milliard en euros, ça fait, je sais pas, 655 milliards de francs CFA. Il finit, il utilise son argent et tout. Bon, il finit par gagner, ça lui génère de l'argent supplémentaire. Donc, à la fin, il a 2 milliards. C'est-à-dire 2 milliards en euros. Bon, en francs CFA, mais l'équivalent de 2 milliards en euros. Au moment de retourner en France, il dépose tout ce qu'il a gagné en francs CFA auprès de la Banque centrale et il attend qu'on lui donne l'équivalent en euros, c'est-à-dire 2 milliards d'euros. Sauf que la Banque centrale n'a pas 2 milliards en euros. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut trouver le moyen de lui payer son argent. La France dit non, comme vous centralisez votre argent, moi je vais assurer, c'est-à-dire je vais m'en charger, il n'y a pas de problème. Moi je vais couvrir, je vais le faire. Mais elle ne le fait en général pas. Au contraire, on baisse plutôt la valeur du franc CFA, ce qui fait que même s'il avait 1000 milliards en franc CFA, comme le franc CFA vaut un peu moins, les 1 milliard d'euros au lieu de 2 milliards qui sont dans la Banque centrale suffisent à lui rembourser. C'est ce qu'on appelle la dévaluation. Donc, il y a parmi les nombreux problèmes du franc CFA dans ce qu'on appelle la centralisation des réserves de change, il y a ce qu'ils ont appelé aussi le taux de couverture de l'émission monétaire, c'est-à-dire l'assureur qui vous dit qu'il assure la parité fixe en vous demandant de garder la moitié de votre argent auprès de la Banque centrale, est le même qui vous dit, pour chaque franc CFA qu'on fabrique, chaque franc CFA supplémentaire, je fais un deal encore avec vous. Si on doit fabriquer 100 francs CFA, je vous demande d'avoir 20 centimes de francs CFA en euros.
pour que le problème ne se pose plus. Je vais moi-même couvrir les 80% restants. Donc si un Français qui veut rentrer chez lui et qui a laissé, je sais pas, l'équivalent en euros, il n'a pas assez, il a juste 20 il y a juste 20% dans le compte de la Banque centrale. Moi, la France, je vais y ajouter les 80% et vous aider. Mais là aussi, ils ne le font jamais. Et à chaque fois que le Cameroun se retrouve en déficit, ou le Sénégal, ou le Mali, ou le Togo en déficit de liquidité, et que ça touche à la zone concernée, on procède à une dévaluation. C'est ce qui a conduit aux nombreuses dévaluations auxquelles on a eu affaire, notamment la dévaluation de 94. Donc vous avez quelqu'un qui vous dit qu'il va vous assurer, mais lorsque vous avez besoin de lui, il n'est pas là. Il dit non, 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 débrouillez-vous. Et dans tout ça, il a votre argent, il a l'équivalent en devises. Kako Nobukpono disait qu'on était il y a près de 13 000 milliards actuellement en devises étrangères auprès du compte d'opération. Vous imaginez 13 000 milliards de francs CFA. C'est terrible, c'est énorme. Donc voilà, c'est les principaux problèmes que nous avons, que nous avons là-bas. Outre le problème que je venais d'évoquer de la monnaie forte. Si vous avez une monnaie forte, j'ai dit qu'on allait revenir, on y revient. Vous vous retrouvez à cultiver l'amour de l'importation. Parce que quand vous avez une monnaie forte, alors que vous avez besoin de produire, vous vous dites, est-ce que j'ai besoin de produire? Il me suffit simplement de vendre mes matières premières, d'acheter les produits finis que les autres fabriquent, et ça va, je suis très content. Et c'est exactement ce que les Africains font, dont nous ne sommes en rien dans une dynamique de développement. C'est pour ça que toutes les balances commerciales, quel que soit le pays que vous prenez, sont en minus, sont déficitaires, parce que nous produisons très peu. Nous achetons beaucoup. Comme nous produisons très peu, nous ne vendons que très peu. Nous achetons donc plus que nous ne vendons et donc la balance est déficitaire. Nous ne nous en sortons que parce qu'on produit le pétrole et que les gens aiment beaucoup le pétrole à l'extérieur. Mais parfois les cours chutent à l'international et on se retrouve à genoux. La Côte d'Ivoire, qui a la manne cacaoyère, bon, décidée aussi par les Occidentaux, s'en sort souvent un peu mieux parce que, bon, le café... Voilà, le café, les Européens, un Européen consomme en moyenne, je sais pas, 15 litres de café par jour. Moi, je les ai jamais compris. C'est assez impressionnant. Et donc, ces pays-là qui cultivent justement des denrées comme le café s'en sortent, enfin, le cacao, café s'en sortent plus ou moins bien. Mais en tout cas, ce n'est toujours pas du développement parce que vous ne produisez pas, vous ne générez pas vous-même à grande échelle de la production de ce que vous consommez. Votre balance économique, votre balance commerciale, votre poids économique dépend de la volonté de consommation d'autres pays et de l'habitude, en tout cas de consommation d'autres pays. Nous, on est cantonné par des cultures plus ou moins synchronisées. Le coton pour l'Afrique de l'Ouest, le Mali par exemple et le Burkina Faso, qui sont respectivement deuxième et premier producteurs africains de coton. On n'a pas grand-chose, ben déjà entre nous, on aura du mal à commercer. Quand on a une monnaie commune, on a l'avantage qu'on n'a pas besoin de passer par des taux de transfert, des taux de change. On a la même monnaie, donc on peut produire des choses différentes. On pourra échanger entre nous et créer une vraie économie interne. Mais cela ne se fait pas parce que ces pays-là produisent plus ou moins la même chose pour les mêmes clients européens. Et comme je disais, pendant que les échanges avec les Européens, par exemple France, Allemagne, dépassent les 50%, avoisinent même les 70%, en Afrique, nous n'atteignons même pas les 4% entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Imaginez vous-même la catastrophe. Voilà donc les principaux problèmes que nous avons dans ce mécanisme monétaire franc CFA, outre le fait que nous avons justement dans le principe, dans le mécanisme de fonctionnement, dans l'organigramme de ces instances, contrairement à ce que a voulu nous dire Ouattara il y a quelques années, qu'il n'y a pas d'Européens au conseil d'administration, bien sûr que comme avec l'ONU, l'ancien colon français est au conseil d'administration de nos banques et use même d'un droit de veto sur les décisions qui sont prises. Pendant que Ouattara dit qu'il n'y a pas de Français, l'ancien directeur de la commission de l'UMOA, M. Soumaïla Cissé, qui était aussi candidat aux dernières élections au Mali, avait refusé de participer à certaines entrevues parce qu'il se rendait compte que ça ne sert à rien. Lui qui est dans la commission, il ne peut pas voter dans le conseil des ministres, enfin, dans le conseil dans le conseil directeur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, alors que les Français y siègent et ont la possibilité de dire non quand une décision ne leur plaît pas. Donc, de facto, on est encore dans un jeu
colonial total et c'est voilà avoir les yeux fermés que d'essayer de le nier. Ce sont les Européens qui en 94 ont donné l'ordre par l'intermédiaire de Monsieur Édouard Balladur qui était Premier ministre. En tout cas, l'ordre est venu de l'Élysée. François Mitterrand, pardon, oui François Mitterrand avait dépêché son ministre qui lui-même avait dépêché le ministre des Finances camerounais de l'époque, c'était Antoine Chimi à Dakar le 11 janvier 94 qui ont lu le texte de la dévaluation. Donc on a informé les dirigeants africains que wow, en fait on va dévaluer parce que vous n'arrivez plus à couvrir en devises étrangères, voilà, la monnaie, les transactions monétaires. Donc dans le même ordre d'idée, déjà en 72, il y a des après y avoir assassiné Olympio, va supplier le président de l'époque Georges Pompidou à New York en lui disant vraiment, parce qu'à l'époque, on versait 100% auprès du trésor public. Il lui dit vraiment, essayons de faire une petite marche arrière parce que c'est beaucoup, 100%. Est-ce que tu ne peux pas nous accorder une petite marge pour nous? Et c'est à ce moment-là qu'on passe de 100% à 65%. Donc, en gros, on était à l'époque comme des petits enfants où les parents décident à leur place de comment la monnaie doit se gérer et quel que soit ce que nous avions comme produit de vente, nous devions tout déposer dans le trésor public français, dans notre fameux compte d'opération. C'est descendu à 65 à l'époque et récemment, en 2005, c'est descendu à 50. Donc c'est un peu ça et ça continue. C'est d'ailleurs beaucoup plus cynique que ça parce que dans les pays où on a en général deux administrateurs par pays et où le nombre est déséquilibré par rapport aux Français, ils ont l'obligation de voter à la majorité. Donc si vous avez deux administrateurs par pays et que vous avez au total 8 pays comme dans l'UMOA, on a mis 3 Français pour vous. Et il suffit que les 3 Français disent non à une décision pour qu'elle ne soit pas prise, dont elle doit être votée à l'unanimité. Tout le monde doit dire oui. Par contre, dans un minuscule archipel comme les Comores où on a pris 4 administrateurs, on a aussi pris 4 de la France. Et là, on ne demande pas de voter à l'unanimité. On dit bon, une majorité suffit. C'est-à-dire si 5 sur 8, donc un Français au moins, on dit oui, la décision est prise. Ils auraient pu mettre le même mécanisme en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, mais ils ne l'ont pas fait, parce qu'ils savent que les Africains là-bas sont majoritaires et pourront donc prendre des décisions pour eux-mêmes. Voilà un peu comment fonctionne la colonisation. Voilà un peu comment fonctionne le joug colonial dans lequel nous sommes encore plongés aujourd'hui. Les billets ne sont donc pas interchangeables, il n'y a pas de convertibilité, il n'y a pas de taux de couverture de l'émission monétaire. On dit il est à 20%, nous faisons 80%, mais quand nous sommes en difficulté, enfin, mais quand vous êtes en difficulté, bah, nous n'aidons plus. Or, on a dit qu'on allait aider. Et après, il y a un dernier mécanisme, ce qu'on appelle le rationnement du crédit. C'est-à-dire comment financer l'économie, comment faire marcher les choses, comment faire bouger les lignes. En général, lorsque vous êtes un pays sérieux, comme j'ai dit, la Banque centrale produit la monnaie. C'est ce qu'on appelle la monnaie banque centrale, la monnaie centrale corporelle si vous voulez. C'est les billets et les pièces que vous avez qui circulent un peu partout. Elle produit donc ces billets-là et justement les met dans le compte, enfin les envoie aux banques commerciales qui justement décident, décident des critères d'admission de dossiers pour octroyer les prêts. Donc quelqu'un vient avec son projet, quelqu'un veut réaliser un business, il vient avec un projet, il dit voici ce que j'ai envie de faire, voilà ce que je présente, voici mon dossier, est-ce que vous pouvez me donner de l'argent? Donc on le lui donne, mais dans l'absolu on a créé une clause pour empêcher les Africains d'investir, de créer la plus-value et de se développer. On a créé une clause qu'on appelle le ratio crédit PIB et il fonctionne de manière totalement diabolique. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire des emprunts, vous, les banques centrales, de manière générale, à une valeur dépassant les 20% de la richesse du pays, du produit intérieur brut du pays. Donc, si le produit intérieur brut de votre pays est de 100 milliards, vous allez simplement prêter à hauteur de 20-23 milliards maximum. Au-delà, on n'accepte plus. Pourtant, dans les pays développés, on dépasse largement les 100%, y compris certains pays, même en Afrique, comme la deuxième économie sud-africaine. Aux États-Unis, c'est carrément 3 fois
le PIB. C'est-à-dire que si le PIB des United States est à 20 000 milliards de dollars, on peut vous octroyer des prêts sur un total de 60 000 milliards de dollars sur l'année civile. Donc ça booste l'économie, ça permet au pays d'avancer, de financer énormément de choses aux investisseurs, de créer, et le pays continue de tourner. Mais nous, on dit non, parce qu'on ne fait pas confiance aux investisseurs africains, on les traite toujours comme des enfants, on dit voilà, non, vous allez plutôt faire n'importe quoi avec cet argent, vous n'allez pas produire de richesse, et donc il y aura plus d'argent en circulation que nécessaire, ça va créer l'inflation. Donc en fait, tout est fait pour simplement maintenir la parité fixe, contenir l'inflation, ne pas faire confiance en nos investisseurs, comme si avoir la parité fixe suffisait à se développer, comme si contenir l'inflation suffisait à se développer, comme si maintenir le statu quo en disant, bon, les Africains ne pourront pas investir de toute façon, ça nous permettrait d'avancer. Voilà donc en tout cas la barbarie, grosso modo, de ce système dans lequel nous sommes plongés depuis la nuit des temps. Voilà en tout cas de manière brossée l'analyse technique de la structure de la chose. Donc, évidemment, on peut faire des entrevues millénaires dessus, on peut faire 1000 milliards de conférences dessus pour approfondir certaines choses, ça prendrait une éternité. J'ai essayé un peu de brosser grosso modo pour faire comprendre aux uns et aux autres de quoi il retourne concernant cette monnaie, et voilà. Maintenant, pour que ça ne s'éternise pas, nous allons un peu passer à la projection en ce qui concerne les solutions, les pistes de solutions. Je dis piste de solution parce que nous nous sommes donné énormément de coups de poing parce que certaines personnes demandaient comment sortir du franc CFA. Et lorsqu'ils établissaient des solutions, tout le monde n'était pas convaincu. Il y avait des gens qui disaient oh, non, c'est pas comme ça, d'autres oui, ça va pas fonctionner et tout. Non, c'est faux. Il n'y a pas de solution, il y a des solutions. Pour sortir du CFA, c'est comme le métro. Et il n'y a pas de métro standard. Quand vous allez dans une ville, il y a plusieurs types de trains. Il y a le métro avec des roues, il y a le métro qui est comme un train, il y a le métro automatique, il y a le funiculaire qui va sur les pentes, il y a le monorail, bref, il y a énormément de moyens de communication, les moyens de transport. Donc, le franc CFA, c'est pareil, il y a plusieurs mécanismes de sortie, il y a les mécanismes techniques, qui concerne en tout cas la fabrication, enfin la planche à billets. Bon, nos chercheurs nous disent que ça ne prend pas plus d'une semaine. Il suffit de commander la planche à billets. Elle vient après que les chefs d'État se sont concertés avec les directeurs des banques centrales pour justement l'élaboration de la monnaie, et après que tout soit discuté sur le design et tout, et qu'on se soit entendu avec certains pays sur le taux de change, sur voilà la perception, en tout cas la valeur de cette monnaie-là par rapport aux autres. On n'est plus dans les talons or, dont on doit en tout cas s'organiser comme ça selon le critère de confiance. On dit la valeur de la monnaie est basée sur la confiance. C'est ça qu'on appelle la monnaie fiduciaire. Ça vient de fiducia, la confiance. Autrefois, on disait, voilà, la monnaie est fixée sur l'or. On dit l'étalon or, c'est-à-dire si j'ai $1, ça vaut 35 onces d'or. Donc voilà, c'est ce que ça vaut toujours, quoi qu'il arrive. Une sorte de parité fixe entre la monnaie et l'or. Maintenant, la monnaie, c'est-à-dire la valeur, elle n'a de valeur que la valeur qu'on lui donne par rapport à sa valeur nominale elle-même. Parce que 10 euros, bon, c'est un morceau de papier qui ne vaut pas 10 euros. Mais en tout cas, comme il y a 10 marqués dedans, on dit voilà sa valeur. Maintenant, la valeur légale actuellement, elle est de 10 euros. Donc tout ce qui peut coûter 10 euros, on l'obtient avec ce papier-là, qui lui-même en fait vaudrait beaucoup moins. Donc, voilà, alors pour sortir du franc CFA, il faut d'abord se dire donc qu'il y a plusieurs mécanismes de sortie, et après il faut se dire que nous ne comprenons pas les Africains. Dans un pays comme, enfin dans des pays comme les pays d'Afrique centrale, vous avez une large discussion sur l'obsession du diplôme, c'est-à-dire les Africains, c'est comme si on les a envoûtés. Pour un Africain, vous êtes intelligent, le plus diplômé et le plus intelligent. Mais paradoxalement, ce sont les mêmes Africains qui disent on ne peut pas sortir du franc CFA parce qu'on ne peut pas gérer notre propre monnaie. Donc la question, elle est posée, mais à quoi servent nos docteurs, à quoi servent nos éminences grises si elles sont incapables de soutenir l'outil monétaire? Comment ça se passe? Vous êtes docteur, vous avez étudié dans de grandes écoles, vous avez de grands diplômes et tout, mais vous ne pouvez pas gérer un pays de manière autonome. Il faut toujours être parrainé par notre papa, la France, parce qu'on est resté de grands enfants.
Donc il y a un premier problème et je trouve que c'est une insulte à notre intelligence de se dire cela. Et d'ailleurs, dans le cas de mon pays, le Cameroun, avec Paul Biya et son gouvernement, on peut donc se dire, si ces mêmes gens-là disent qu'on ne peut pas gérer de manière autonome parce qu'on va se retrouver comme le Zimbabwe ou la Tanzanie, bref, vous voyez, la diversion, on fait comme si les pays qui sont sortis du franc CFA sont tous dans le néant actuellement. Non, la plupart des pays du monde, à part les 15 pays, imaginez, il y a à peu près 200 pays dans le monde. Et il n'y a que 15 pays qui utilisent le franc CFA. Maintenant, dites-nous, est-ce que les 15 pays qui utilisent le franc CFA sont dans les 100 premiers ou dans les 100 derniers? Le Cameroun est classé 151e pays du point de vue du niveau économique, dont on est dans les 50 derniers. Or, on est dans le franc CFA. Comparé maintenant avec un pays comme justement le Maroc, un pays comme l'Algérie, un pays comme le Laos, le Cambodge, le Vietnam, ces grands pays-là. Allez voir à Hanoï, la capitale du Vietnam, il y a le mausolée de Ho Chi Minh qui commémore le grand leader que Ho Chi Minh a été, qui a notamment vaincu les Français. Il y a Dien Bien Phu. Voilà, allez voir à quoi ça ressemble. C'est une île superbe, c'est un pays superbe, c'est excellent au niveau développement, il n'y a rien à dire. Or, ils ne sont pas dans le franc CFA. Regardez, en Afrique, il y a 15 pays dans le CFA, et les 15 pays du CFA sont parmi les 20 derniers pays africains en ce qui concerne le niveau de développement. Donc sortons de la diversion à dire que oui, nous ne pourrons pas gérer notre propre monnaie. Au contraire, on est mis sous hypnose absolue et sous étouffement absolu par ceux-là qui prétendaient nous aider. Et aujourd'hui, on est presque content d'entendre parfois des gens qui soutiennent notre gouvernement, entre guillemets, et qui disent nous ne pouvons pas gérer nous-mêmes le franc CFA. Donc, ils reconnaissent eux-mêmes qu'avec tous les voleurs que nous avons, si on leur donne la latitude de gérer eux-mêmes la fabrication monétaire, ils vont, comme des salauds, imprimer à la volée comme ça des billets et à chaque fois qu'ils auront besoin de faire un achat quelconque. Et donc, on va se retrouver avec de la monnaie partout. Mais comme aucune richesse n'a été produite, on ne pourra rien acheter avec tout cet argent et donc, il ne servira à rien. Il perdra sa valeur. D'où les problématiques où on a souvent une brouette pour acheter un morceau de pain. C'est ce qu'on appelle l'hyperinflation, c'est-à-dire le paradoxe, l'écart énorme entre la quantité de biens disponibles et la monnaie produite. Donc c'est vrai, c'est bien de contenir l'inflation, mais si on est un pays mature et qui veut sortir du commun colonial, il faut qu'on apprenne justement à s'émanciper et à se responsabiliser. Parce que c'est le deuxième élément que je vais donner pour sortir du CFA. Il faudra comprendre que nous ne sommes pas des privilégiés, nous ne sommes pas exceptionnels. Les raisons historiques que j'ai évoquées d'entrée de jeu, c'était pour montrer à quel point on souffre pour se développer. Ce n'est pas facile. Vous ne pouvez pas penser que on va sortir du CFA, on va claquer des doigts et il y aura développement. Non, ça peut même prendre 15-20 ans. Le Vietnam, je viens de le dire, si vous prenez de 46 à 75, ça vous fait un nombre d'années, je ne sais même pas, ça fait à peu près 30 ans. 46, il mène la guerre, 9 ans, jusqu'à la défaite de la France en 54. Et comme si ça ne suffisait pas, les Américains débarquent, les Américains coupent la ville en deux, créent deux capitales, voilà. Hanoï au nord, Saigon au sud, pillent le pays, font la guerre pendant 2 décennies, mais le Vietnam réussit à s'en sortir. L'Allemagne elle-même vient de plusieurs années de mise à genoux, de guerre qu'elle a provoquée, où elle était obligée plus ou moins de payer les réparations, où elle était un peu graciée, où elle a des bases militaires américaines sur son sol, où elle a été partagée en zone d'influence entre le bloc communiste et le bloc occidental, etc. Donc ça n'a pas été facile pour personne, ça n'a été facile pour personne. C'était dur pour tout le monde. L'Algérie a mené la guerre d'Algérie et l'Algérie continue d'avoir des problèmes. Même aujourd'hui, vous voyez bien la crise politique qu'ils ont là-bas. Mais en termes de développement, c'est moins grave que le Cameroun. Parce que si vous étiez un Algérien et que vous regardiez le Cameroun, vous n'auriez pas envie d'y habiter, ou vous regardiez le Mali ou le Niger, alors que nous avons d'énormes richesses. Donc il faut qu'on se mette dans la tête que ce ne sera jamais facile. Ce sera hyper compliqué, bien compliqué. Comme on dit, ce sera archi compliqué. Et comme ce sera archi compliqué, on doit se serrer les coudes et se mettre dans l'état d'esprit d'accepter que le début sera difficile. De se mettre dans la tête que le début, que ce ne sera pas aisé, que nous aurons, que justement la problématique de développement va nous donner énormément de fils à retordre. Mais que pour qu'un pays se développe, il doit passer par là, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de raccourci. Vous ne devenez pas les États-Unis d'Afrique,
ou je sais pas, vous ne devez pas le Hong Kong d'Afrique si vous ne vous habituez pas à transpirer un peu. Donc quand on dit oui, on va souffrir, c'est qu'on veut la facilité, on a le culte de la facilité. On veut rester vautré dans un canapé et croire que la panacée viendra d'elle-même. Maintenant, le troisième élément, c'est une condition, en tout cas parmi les conditions sine qua non, c'est que malheureusement, contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas, on ne peut pas se développer malgré le franc CFA. C'est impossible. Et ne citons pas la Côte d'Ivoire. Pour se développer, nous, en Afrique, on devra sortir du franc CFA. Comme j'ai dit, la Côte d'Ivoire bénéficie de la manne cacaoyère. Tant que les prix sont élevés, le cours international des prix, quand on dit 1 kg 700 francs CFA, bon, ça va. Mais à long terme, ce n'est pas la Côte d'Ivoire même qui décide des prix. La bourse de Londres ou le Nasdaq ou le Dow Jones à New York, en tout cas les bourses internationales décident à la place des Ivoiriens de combien doit coûter le kilo de cacao, café, un peu comme on décide d'à peu près tous nos produits. Donc ce sont les autres qui organisent l'économie chez nous et quand on veut se développer, on doit plutôt centrer sur la production. On doit sortir d'une monnaie bêtement forte et partir sur une monnaie beaucoup moins forte pour, justement, une fois qu'on aura produit, pour déjà financer la production, une fois qu'on aura produit, si on veut vendre à l'extérieur, les produits seront moins chers. Si vous fabriquez une voiture aujourd'hui, ne croyez pas qu'elle va concurrencer déjà Peugeot, Mercedes et consorts. Si vous fabriquez une voiture aujourd'hui et qu'en plus vous avez une monnaie forte dont le prix de votre voiture est fort, presque équivalent à Peugeot, Mercedes, vous n'aurez jamais de client parce que le client ne va pas trouver la raison pour laquelle il doit acheter votre voiture à vous qui, elle, est toute neuve, on ne sait pas trop si elle est sûre ou pas par rapport à la voiture d'un Français ou d'un Allemand dont il sait déjà que ça fonctionne très bien. Il faut au moins qu'il se dise, bon ok, ça fonctionne pas bien peut-être, mais je lui accorde le bénéfice du doute parce qu'au moins elle est moins chère que l'autre. Et il faut donc produire, mais pour produire, voilà, il faut avoir son levier monétaire. Parce que c'est quand on a la souveraineté monétaire qu'on détermine de la valeur de ces produits qu'on vend à l'international. C'est quand on a la souveraineté monétaire qu'on détermine si on doit hausser le ratio crédit PIB à 10, à 20, à 50 ou à 100%. C'est quand on a la souveraineté monétaire qu'on définit de manière autonome la politique à suivre, l'orientation économique, qu'on détermine si on peut sortir de l'importation des produits finis, de l'exportation des matières premières. Et pour sortir de la servitude monétaire, malheureusement, il faudra attendre que Paul Biya, Ouattara, Macky Sall ne soient plus là parce que désolé, autant j'ai dit et j'affirme que la question de la crise anglophone ne sera jamais réglée sous Paul Biya, autant je dis que l'émergence de nos pays, la vraie, ne sera jamais possible sous Paul Biya, sous Macky Sall, sous Ouattara et consorts. Qu'on ne vous trompe pas. Le développement, ce ne sont pas les gratte-ciel et les autoroutes de manière absurde. Le développement, c'est les gratte-ciel, les autoroutes cumulées à l'indice de développement humain. C'est-à-dire quelle est la richesse moyenne de chacun. En France, même s'ils se plaignent beaucoup, le PIB moyen quand même par habitant est de 50 000 euros par tête à peu près, c'est pas mal. Aux États-Unis, c'est 56 000, entre 56 et 60 000, dans des pays très riches comme le Qatar, la Suisse, le Luxembourg. Voilà, parfois on va à 80 000, Singapour, 75 000 dollars par tête, c'est-à-dire c'est, voilà. Donc, il y a cela, et dedans, vous avez le logement, l'éducation, l'accès à l'eau, aux services sanitaires et justement à une couverture sociale avec les services de l'ordre qui fonctionnent très bien et une sécurité relative dans la ville. C'est le Human Development Index. C'est ça qui détermine si vous êtes un pays développé ou pas. Parce que vous aurez beau construire des gratte-ciel, des autoroutes et tout, mais si les gens n'ont pas de travail, s'il n'y a pas d'eau à l'intérieur, s'il n'y a pas de système d'évacuation des déchets, s'il n'y a pas d'aménagement urbain, s'il n'y a pas voilà, de système de villégiature, en tout cas de système d'épanouissement de la jeunesse, de système voilà, enfin, d'un cadre de formation professionnelle et d'appui sur la recherche scientifique et technique d'un cadre culturel et de tout ce que ça contient et d'une véritable structure politique fidèle au patriotisme et à l'acceptation des libertés des uns et des autres, vous ne serez jamais développé. C'est ce que certains pays africains miroitent aujourd'hui et on a créé pour cela un concept, l'éléphant blanc. L'éléphant blanc, c'est quelque chose, vous arrivez, c'est très beau, vous regardez, mais ça fait 10-15 minutes que vous êtes là, vous vous rendez compte que c'est de plus en plus inutile.
C'était juste là pour faire joli au premier coup d'œil. Après, ça ne sert plus à rien. Ce n'est pas ça le développement. Le vrai développement, c'est le Human Development Index. Je fabrique ce que je mange, j'exporte ce que je veux exporter, j'organise l'économie comme je veux l'organiser, je discute avec les autres de partenaire à partenaire, je décide moi-même des fluctuations monétaires, je n'attends pas que ce soit l'appréciation de l'euro qui détermine l'appréciation de ma monnaie locale, et ainsi de suite. Donc, il faudra trouver un moyen pour se débarrasser justement de ce que nous appelons nos valets coloniaux. Euh, Malheureusement, c'est très compliqué parce qu'on aimerait bien le faire dans le volet démocratique pour les élections, mais il truc les élections, bon, on continue en tout cas de sensibiliser la population, de les éduquer, de les instruire sur ces différents paradigmes, ces différents engrenages qui conduisent justement l'Afrique à être encore la chasse gardée de l'impérialiste occidental avec le soutien des impérialistes africains locaux. Maintenant, nos techniciens doivent se mettre au travail et discuter, présenter une véritable feuille de route parce que dans ce processus d'éducation, bon, il est vrai, il est très empêché par ceux qui tiennent le pouvoir aujourd'hui, mais il y a énormément d'ouvrages qu'il faut insérer dans le cursus académique aujourd'hui. Beaucoup de gens vantent bien leur parcours académique et consorts, mais plus que le parcours académique, ce qui est important, c'est le contenu à l'intérieur. Tu peux être, voilà, un expert en économie, mais si tu n'as pas lu les travaux de Zebelinga avec Nobukko, sortir l'Afrique de la servitude monétaire, à qui profite le franc CFA, si tu n'as pas lu le franc CFA et l'euro contre l'Afrique de Nicolas Gbowou ou encore Monnaie, servitude et liberté de Chinjiang Puemi, si vous n'avez pas discuté de cela à l'école, si vous n'avez pas fait de travaux pratiques, si vous n'avez pas fait d'une sorte de monopoly académique pour déterminer un peu comment on gère une monnaie dans une cité, tu ne sers en fait à rien aux réalités africaines parce que nous avons justement ces grands économistes là, j'en ai parlé avec certains, j'en ai rencontré certains qui m'ont dit à moi sur la question du franc CFA c'était le zéro absolu. Je ne savais pas du tout que ça fonctionne comme ça. Et pourtant, il est économiste. Et pourtant, il enseigne l'économie. Mais en fait, c'est de l'économie inutile, ça tourne en rond. C'est de l'économie historique, on va dire. C'est-à-dire, on vous parle de Keynes, John Maynard Keynes, on vous parle de Adam Smith, on vous parle d'énormément de théories, de belles théories, mais qui ne vous expliquent nulle part comment est-ce qu'on cultive le manioc, l'avocat, l'ananas, la banane, etc. Donc, ce travail d'éducation, comme le travail sur plusieurs fronts, on a choisi l'éducation, la sensibilisation pour alerter justement les uns et les autres voilà, sur ces réalités monétaires pour leur dire voilà, nous sommes en fait encore sous le joug colonial et il est important d'en sortir et pour en sortir, il est important d'abord d'avoir conscience qu'on est sous le joug colonial. Ce que nous avons reproché aux Africains, et d'ailleurs nous le faisons toujours parce que ça prête à sourire, c'est que, enfin, ce que nous déplorons, c'est pas vraiment un reproche, c'est que nous sommes dans une prison dont certains parfois n'ont pas forcément conscience. C'est-à-dire, c'est bien d'être un prisonnier quand on voit au moins les murs de la prison, au moins on se comporte en conséquence, mais beaucoup d'entre nous, sinon la plupart, sont dans une sorte de prison sans mur où il faut que quelqu'un d'autre lui dise, en fait, tu es en prison, en fait, voilà, tu es en cellule. Donc nous faisons ce travail de sensibilisation-là et nous savons que de fil en aiguille, le combat étant sur plusieurs fronts, d'autres mèneront sur d'autres fronts, il finira par fonctionner. Faire partir nos dirigeants, c'est aussi faire la sensibilisation politique comme nous le faisons parce qu'on ne peut pas tromper un peuple tout le temps. Peut-être qu'un jour le peuple africain décidera, dira à ses dirigeants non, 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 nous ne voulons plus que vous nous mentez, nous voulons que vous nous fichiez la paix, nous ne voulons plus que vous nous parliez de choses qui n'ont rien à voir avec la réalité dans nos pays et voilà. Donc c'est un peu ça en fait. Comme j'ai dit, on pourrait s'étaler encore en longueur dessus. Je crois quand même que plus ou moins l'essentiel a été dit, même si ça vous surprend, ce n'était qu'une introduction. D'ailleurs, on doit aller speed parce que si on prend le temps de tout exposer de manière détaillée, demain on n'aura toujours pas fini. Je vais juste profiter pour vous inviter, et encore vous qui avez suivi ce live et vous qui l'avez apprécié, à aller sur ma page, celle-ci justement, Wilfried Claude, pour aller voir les différentes affiches que j'ai mises concernant la journée d'adhésion massive MRC Diaspora qui se tient samedi 23 mars, c'est dans 3 jours, dans 2 jours presque puisqu'on est quasiment jeudi. Et donc voilà, j'ai réussi, en tout cas nous avons réussi à réunir
énormément de villes, énormément de pays dans le monde. C'est voilà, c'est grandiose. J'attends à ce que ce soit un grand événement et ce ne sera un événement que grâce à vous. Si par exemple il y a 300 personnes connectées en ligne ici, peut-être même si les 300 personnes ne peuvent pas se déplacer, le fait que les parents, les amis ou les familles de ces 300 personnes, certains du moins peuvent se déplacer, je peux partir du principe que bon, on attend donc aussi au moins 300 personnes dans chaque ville où cela sera fait. Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est vraiment voilà une toile d'araignée qui va s'étendre sur le monde entier. J'aime appeler ça comme ça parce que le Cameroun n'a jamais connu ça. On nous a dit que le MRC était mort et qu'il était en perte de vitesse, mais voilà qu'un parti est en train d'organiser dans plus de 21 villes. C'est du jamais vu, c'est de l'inédit total à travers le monde comme ça des journées d'adhésion massive. Nous avons organisé à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam, il y avait beaucoup de gens et la police a été envoyée pour intimider, taper les gens et faire peur à tout le monde et pour qu'on fasse courir la légende comme quoi le MRC n'est pas suivi, le MRC est abandonné. Nous avons l'opportunité, comme je dis toujours, de leur montrer cette fois-ci que quand il n'y a pas la police, la mobilisation est totale. Quand il n'y a pas la police, le peuple sort et fait exprimer, en tout cas son avis, son désir. Donc, de grâce, ne restez pas chez vous. De grâce, rendons-nous vraiment utiles. Il y a des choses que nous pouvons faire pour l'histoire qui ne sont pas compliquées. Beaucoup de gens nous disent, oui, bon, j'ai peur, je ne suis pas en Afrique, je ne peux pas comment aider. Voilà des choses très faciles qu'on vous demande de faire. Et vous pourrez dire aussi aux générations futures, à vos enfants, voilà, lorsque l'Afrique a entamé son changement, notamment au Cameroun par exemple, dans le cadre du parti MRC, j'étais présent. Vous serez très content, je vous assure, de faire partie de cette histoire-là. Donc, comme je disais, beaucoup de villes sont au rendez-vous. Beaucoup de villes vraiment, Paris, Bordeaux en France, Bruxelles, Liège en Belgique, Darmstadt en Allemagne, Padova, Rome en Italie, Istanbul en Turquie, Montréal, Québec, Toronto, Gatineau au Canada, Washington aux États-Unis, Birmingham au Royaume-Uni, Zurich en Suisse. Vous voyez, il y a énormément de villes, Rabat au Maroc, Port-Gentil au Gabon et Pretoria, Johannesburg, Cape Town, Port Elizabeth en Afrique du Sud. C'est vraiment exceptionnel. Nous n'avons jamais connu une telle mobilisation et je souhaite vraiment, si vous aimez ce que nous faisons, si vous voulez nous encourager au-delà des bravos et des courages que vous écrivez en tout cas sous nos lives, nous voulons vraiment que vous témoigniez votre sollicitude et votre empathie envers le président Maurice Kamto, envers le MRC en vous déplaçant ce jour-là. Sachez que illégalement, il y a des humains qui sont en prison, il y a des hommes politiques qui sont en prison pour avoir osé dire que Biya est un tricheur, comme si c'était faux. Il y a des femmes qui se sont fait tirer dessus parce qu'elles allaient voir un camarade qui se faisait soigner à l'hôpital comme si c'était mauvais. Et voilà, vous avez des gens à qui on a interdit de s'inscrire dans un parti au Cameroun comme si c'était illégal. Donc vous êtes vraiment invités à faire partie avec nous de cette grande fête-là et à porter vraiment haut le Cameroun dans le sens de la volonté populaire, dans le sens de l'expression républicaine de la société civile qui aspire à un Cameroun nouveau, dont vraiment je vous invite cordialement. Vous allez sur mon mur, vous voyez ces adresses, vous les partagez entre vous, à vos proches et consorts. Et comme ça, voilà, ça vous permettra d'en savoir plus sur... être sur le terrain vous permettra d'en savoir plus sur, sur les questions que vous avez. Nous ne pouvons pas organiser dans toutes les villes du monde, donc faites le sacrifice du déplacement, parce que beaucoup nous demandent alors à Strasbourg, à Moscou, à Saint-Pétersbourg, c'est comment? Non, on ne peut pas organiser dans chaque village de chaque pays, de chaque localité. Il faut, quand on est habité par l'idéal de la Renaissance, justement faire le sacrifice du déplacement et se dire un pays ne se construit pas sans sacrifice, sans transpiration, sans souffrance. Voilà, merci encore à vous d'avoir participé à ce streaming. Je vous dis encore bye bye avec l'hymne de la Renaissance pour une troisième, quatrième fois. En tout cas, ce fut un plaisir. Ce n'était pas facile, je sais, pour les têtes. Ça chauffe beaucoup, on essaie de rendre ça moins compliqué possible à la portée de tout le monde, ce n'est pas toujours évident, mais je suis content que nous ayons survécu à ce live, que nous ayons bravé justement ces concepts terribles, ces concepts difficiles, que nous ayons parlé économie, que nous ayons établi le parallèle
On a dit que Maurice Kamto était pour le franc CFA, c'est faux. Moi, je suis du MRC, un soutien de Maurice Kamto, et je peux vous dire que sur le programme que beaucoup de critiques n'ont pas lu, il est écrit en vert sur blanc, nous sortirons du franc CFA. Il appelle justement nos différents économistes à se réunir et à considérer cette question-là établie en une véritable feuille de route de sortie. Si nous étions, si le MRC avait gagné... Enfin, si le MRC, on avait accepté la victoire du MRC, nous serions, en tout cas le MRC parti au pouvoir, serait actuellement en train de travailler avec justement les économistes compétents sur le processus de sortie. Paul Biya n'a pas invité Nicolas Agbowo, Paul Biya n'a pas invité Zebelingo Kakonobo, il n'a pas inséré les livres au programme, il n'a pas sollicité le génie de ses concitoyens. Macky Sall, Ouattara et consorts ont fait la même chose, et ce sont les mêmes qui vous disent aujourd'hui que non, on ne peut pas sortir du franc CFA, etc. Donc, qu'on sorte de la diversion, qu'on se mette à réfléchir véritablement pour une Afrique vraiment qui pense la politique autrement et qui aspire à ce que demain soit différent d'aujourd'hui. Je vous dis encore au revoir, je vous dis encore merci d'avoir partagé ces 2 heures et quelques avec nous. Ceux qui n'étaient pas là peuvent suivre le streaming en différé. De toute façon, il reste disponible sur ma page et vraiment, pour me faire plaisir, mobilisez-vous pour ceux qui adhèrent au MRC, qui le veulent vraiment. Mobilisez-vous pour la grande journée d'adhésion de la diaspora du 23 mars, samedi, dans 2 jours.